Nickel. Coucou tout le monde. Donc, si jamais vous nous écoutez sur YouTube pour la rediffusion, n'hésitez pas le petit like. Je suis en compagnie d'Abdel. C'est la troisième fois que je crois que tu passes sur la chaîne de Khan Academy déjà. Pour parler à Déjà? chaque fois. Ouais, on avait parlé des C'est Layer la 2. première fois de l'année en tout cas. Alors, c'est la première fois de 2023, effectivement. Pour ceux qui aiment bien le personnage, on avait parlé à l'époque des Layer 2. Pas mal de Layer 2. On avait parlé de l'écosystème Cosmos aussi. Ce que tu pensais de Cosmos par rapport à Ethereum à l'époque. Euh, Sur ma chaîne perso, on avait parlé de Carbonable. Et voilà, aujourd'hui, on va parler encore une fois de fondamentaux. Je vais laisser le temps aux gens d'arriver dans le chat Twitch. Vous êtes les bienvenus. Il faut que je dise bonsoir à tout le monde. Oula, qu'est-ce qu'il me Et raconte? ben en tout Il veut cas, pas. merci Capet pour cette nouvelle invitation. Très content d'être là et bonne année à toi et à tous les Ouais, tes auditeurs. on va parler pour une fois peut-être un peu plus de Starknet aussi, je te propose. Pour vous expliquer le Ouais. programme, pour ceux qui nous écoutent, je le répéterai un petit peu parce que je sais qu'il y a des gens qui arrivent en plein milieu. Le programme qu'on s'est dit, bon déjà c'est souhaiter la bonne année bien entendu. Parler de ton boulot, sur quoi tu bosses, à la fois sur Starknet et peut-être à côté si tu as envie de nous en parler. Parler de ZK VM qui n'est pas un concept forcément évident à comprendre, Kakarot. Aussi ce projet-là. Les applications qui te hype le plus et pas nécessairement des layer 1 ou des layer 2, mais peut-être des applications qui sont utiles dans le monde réel. Même si, bon, les layer 1, ça sert dans le monde réel, mais je parle vraiment de l'applicatif qui va toucher le retail par-dessus. Parler d'Ethereum rapidement, bien sûr. Et on fera un petit point également bon, bah, sur les questions des gens, parce qu'on n'est pas en mode cours magistral, c'est pas le but. Mais parler un petit peu spéculation aussi. Vas-y, qu'est-ce qu'on a dans le viseur? Pas de conseil en investissement, mais simplement, on sait, c'est rigolo aussi de se mettre dans la peau du spéculateur. On est quand même sur le marché des crypto-monnaies. Je me sens obligé d'en parler de temps en temps. Ok. Je sens déjà venir certaines questions. Déjà, on voit une petite intro. Les gens commencent à m'identifier en pro Elrond. C'est très bien, ils ont compris. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça devient un peu le mime. Ça devient un peu le mime, effectivement. Excellent. Moi, je n'irai Yes. pas feed ce même si je comprends totalement le point de vue idéologique. T'en joues aussi. C'est pas dans le manque de respect pour autant. C'est un mime, quoi. C'est pour rigoler. Ouais. Ouais, vendredi, j'ai manqué de respect un peu quand même, pour être Ouais, honnête. ouais, paraît-il. Ouais, Paraît-il. ouais, j'ai bien manqué de respect salement, mais ça fait du bien parfois, voilà, de dire les choses. Mais oui, voilà, on verra s'il y a des questions là-dessus. Mais ok, bah très cool ton programme, me va très bien. Quand tu veux. Super. Bah écoute, de toute façon, le chat va se remplir progressivement. N'hésitez pas à vous manifester. Je vais vous mettre dans le chat le lien du tweet qui annonce le live. Si vous voulez le liker, le commenter, le RT pour que ça pousse dans l'algo Twitter, vous savez comment ça se passe. Voilà, comme ça, plus on est de fous, plus on rit. En tout cas, premier live de 2023 en ta compagnie, Abdel. Ça fait plaisir. Moi, je voulais te demander, ça fait quand même quelques mois maintenant que tu bosses chez Starknet. Comment ça se passe et c'est quoi un peu ton quotidien aujourd'hui là-bas? Ok. Alors du coup, chez Starkware, donc l'entreprise, c'est Starkware, Starkware. pardon. Ouais, tu as dit Starknet, donc qui est évidemment le layer 2 qui est développé par Starkware, mais Starkware, il n'y a pas que Starknet, il y a aussi par exemple StarkX, mais on pourra en revenir dessus. Ouais, donc là, ça doit faire 5 mois que je suis arrivé. Écoute, commencer. Euh, Sincèrement, j'ai été bluffé en arrivant de la qualité et de voir un tel vivier de talent, une concentration de cerveau incroyable. Enfin, vraiment, littéralement, pour te la faire simple, j'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Ouais. Pourtant, je suis passé par de belles boîtes, Consensus, etc. Mais là, Starter, c'est un tout autre niveau. C'est vraiment bluffant. Ça m'a fait du bien. Je pense que j'étais à un moment de ma carrière où j'étais un petit peu à une espèce de tournant. J'avais euh, bien évolué dans l'écosystème Ethereum avec mon apogée le UPK59 qui m'avait vraiment fait décoller, qui a été vraiment un tremplin dans ma vie personnelle et dans ma carrière en Mhm. général, qui m'a mis un peu sur le feu des projecteurs et qui m'a permis de côtoyer des personnes très très intéressantes et de faire des choses avec un gros impact sur Ethereum et ça a clairement tout changé. Et ensuite, si tu veux, j'étais un peu épuisé par ces 2 ans de travail acharné sur les IPK 59 et après, bah, j'ai eu une expérience un petit peu sur l'écosystème Cosmos. Mais sincèrement, je pense que j'étais arrivé à un plateau après ce truc-là et que je me suis un peu embourbé.
Pendant c'était un petit peu Ok. cette année que j'ai passé sur les Custom Cosmos, etc. J'avais plus la grinta pour être honnête. Hein. C'est-à-dire que voilà, je découvrais des nouvelles choses, je bossais, je restais professionnel, mais c'était pas du tout comme avant. Donc après, j'ai eu la nostalgie d'Ethereum et je suis revenu sur le custom Starknet. Et là, quand je suis arrivé chez Starkware, je t'assure, ça a décuplé ma motivation. Là, je la dalle comme Bah jamais. ouais, parce que Euh, tu sens que au lieu de carry, tu te fais carry à longueur de temps par des gens qui sont brillants en fait. c'est un délire. C'est un délire. Hmm. Là, je suis en mode vraiment, je suis obligé d'être au max tout le temps. C'est trop stylé. Et pour autant, j'arrive à avoir un impact assez grand dans l'entreprise et faire des choses très intéressantes. Euh, Bien sûr, tout n'est pas parfait, comme dans toute entreprise, etc. Il y a encore des choses sur lesquelles, moi, personnellement, j'essaie de travailler, qu'on améliore certaines choses, etc. Mais en tout cas, ouais, j'ai été bluffé. Le premier truc, mon premier sentiment, c'est bluffé. Je me suis dit, ah, ok, ouais, ils n'ont pas usurpé leur réputation, les petits salauds. Ils sont sacrément bons. Ouais. Ouais, enfin, c'est un délire. C'est un délire. Pour te donner genre une échelle de grandeur, c'est que tu vas avoir des gens qui sont, comme on dit, des product managers, donc dans la partie product, qui sont pas dans l'engineering. Ils mettent une toise en technique à n'importe quel mec d'engineering des autres boîtes que j'avais vu, tu vois, pour te dire à quel point le niveau. Tu sais, pour te dire, pour expliquer, normalement, les gens qui sont dans la partie produit, ils sont beaucoup moins techniques, si tu veux, par définition. Et les mecs qui sont dans la partie produit chez Starkware, ils allument les mecs de la technique d'autres boîtes en termes d'expertise, en termes de mathématiques, de cryptographie. D'accord. Enfin bref, Ah ouais. c'est hallucinant. Ouais, c'est hallucinant. Et donc, j'ai aussi pu découvrir un petit peu aussi une autre culture un peu aussi, hein, parce que la boîte est basée en Israël et 90% de l'entreprise est basée là-bas. Et, et c'était aussi intéressant de voir un petit peu ces différences culturelles. Et j'ai beaucoup appris aussi par rapport à ça. Euh, donc ouais, bluffé. Ensuite, je me suis dit, ok, je suis vraiment content d'être là. Je me suis dit, ok, là, je suis à la bonne place. Maintenant, il va falloir mettre les bouchées doubles. Va falloir être à la hauteur. Il y a une mission. La mission me plaît. La mission, c'est de scaler Ethereum. Euh, Ah ouais, et purement et simplement. Aujourd'hui, c'est ce qu'est Ethereum, la mission. la mission, c'est En scaler tout cas, ta Ethereum. mission. Ouais. Ouais, ouais, et c'est clairement la mission. Après, je pourrais revenir dessus aussi, mais un des trucs que j'adore aussi chez Starkware, c'est qu'on a Starknet, du coup, qui est le ZK Rollup, donc Layer 2, mais on a surtout une arme de destruction massive qui est encore beaucoup trop sous-cotée, qui est Cairo, lui-même, le langage. Le Et langage, je ouais. vais revenir à ouais, le langage. En fait, c'est une arme de destruction massive, littéralement, et je vais expliquer pourquoi. Parce que tu voulais qu'on parle de ZK VM et Kakarot, ben, il y a un lien, une très belle illustration de pourquoi Cairo est une arme de destruction massive. Juste pour la faire simple, c'est-à-dire que Cairo, c'est une révolution dans la révolution, dans le sens où c'est quelque chose qui va avoir une portée bien au-delà de l'écosystème blockchain et qui va changer énormément d'industries. Le domaine des zero knowledge proof, il se développe fortement dans l'écosystème blockchain parce qu'il y a des grosses incentives économiques, évidemment. Mais ensuite, il va aussi contaminer et se retrouver dans plein d'autres industries dans le monde de tous les jours et pas que dans l'écosystème blockchain. Ça peut être la santé, le médical, Ouais. le militaire, l'IA, énormément d'intelligence artificielle, l'IoT, donc l'Internet des objets, etc. Et donc, moi, Ça ça, fait je trouve beaucoup ça de mots-cles formidable. là. Hein. Ouais. Je trouve ça formidable parce que, du coup, cette arme-là, admettons, tu vois, deux scénarios. Bah, Starknet n'arrive pas à s'imposer comme le meilleur des Ethereum, etc. Ça ne prend pas pour X raisons. Ou bien que la blockchain en général, il y a une énorme catastrophe, etc. Bah, malgré tout, Starkware a quand même inventé quelque chose qui va avoir une portée dans plein d'industries. Donc ça aussi, je trouve ça super intéressant de travailler sur des technologies qui font en fait être des briques pour plusieurs décennies à l'avance, si tu veux. Tu vois, Mm. l'aura de ce qu'on construit là, il va se ressentir dans 20, 30 ans à une échelle planétaire. Et ça, je Ouais, trouve ça formidable. c'est puissant. En fait, je fais une petite métaphore. C'est un peu l'esprit Google à l'époque où tout le monde voulait bosser chez Google, mais Web3 ZK, parce que le ZK va devenir un peu la pierre angulaire de beaucoup de choses dans l'écosystème Web3. Quand je parle de ZK, je parle de Zero Knowledge Proof. Et c'est un peu ça l'idée. En tout cas, c'est
quand on n'y connaît rien en technique, qu'on reste un peu sur le marché des cryptos, on sent que Starkware, ça pèse un peu. Malheureusement, moi, j'ai pas encore toute la capacité technique de le voir par moi-même. Et c'est pour ça que je vais te questionner pendant ce live sur justement, bah, ça va apporter quoi concrètement aux gens, en fait. C'est ça qui est important. On a beaucoup parlé d'Ike. On va quand même demander, enfin, on va quand même faire un petit rappel en quelques mots pour ceux qui nous écoutent. Starkware, aujourd'hui, c'est quoi en quelques mots? D'accord. Donc Starkware, c'est une entreprise, d'accord, qui a déjà des clients, qui a déjà un business model qui va bien, qui a environ une centaine d'employés, qui est aujourd'hui valorisé à peu près 8 milliards, ce qui est quand même assez énorme en 4 ans d'existence. À titre de comparaison, Consensus est valorisé à 7 milliards, mais sachant que Consensus a été créé bien avant, et Consensus, c'est pas du tout la même taille, il y a beaucoup plus de monde. Il y a eu des pics à plus de 1000. Bon, là, je pense qu'on est autour de 600 pour Consensus. Donc, Starkware, en 2 fois moins de temps et presque 10 fois moins d'employés, a une valorisation plus grande que celle de Consensus. C'est pour vous dire à quel point il y a quand même des signes qui ne trompent Ouais. pas. Ce qui est fort avec Starkware, c'est que même avant même la création de Starknet, etc., il y a déjà des produits. Donc là, on a parlé de Starknet, mais il y a d'abord StarkEx. Donc StarkEx, qu'est-ce que c'est? C'est une solution clé en main qui va être utilisée par des clients qui ont besoin de scaling sur Ethereum. Donc notamment en termes de grands clients, ce qu'on peut citer comme référence, DYDX, donc qui a changé récemment, qui a décidé de partir sur le Cosmos pour des raisons diverses. Non, ils n'ont pas encore lancé leur chaîne, mais ils ont migré sur Cosmos. En autre gros client, on peut citer Sora, on peut citer aussi Diversify et d'autres. Immutable. Immutable, c'est important. Hein. Ouais, énorme client. Immutable, c'est un écosystème à lui-même en fait, spécialisé dans le gaming. Je me permettrai de te couper, pour les gens qui nous écoutent. Bon, bah, DYDX, c'est un des plus gros exchanges décentralisés aujourd'hui. Sorare, bon, bah, c'est un peu the place to be pour la tokenisation de joueurs de foot et d'autres sports aussi. Hein, ça se met en place, je crois, dans le basket également. Pour ce qui est de ImmutableX, c'est un peu le layer 2 de l'écosystème gaming Ethereum pour le moment. Voilà, avec Gods Unchained notamment, et potentiellement plein de jeux qui vont se ramener au fur et à mesure que ça va se construire. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, t'as pas à changer d'écosystème, donc à quitter Ethereum pour aller dans un monde où tu partages pas ta bande passante avec tout le monde, en quelque sorte. Ouais, exactement. Donc StarkEx, voilà, c'est une brique qui est utilisée par ces clients-là, qui va leur permettre d'envoyer plein de transactions et qui à la fin vont être ce qu'on appelle settle, donc c'est l'équivalent de enregistrer sur Ethereum, mais à moindre coût. Par exemple, pour donner un ordre de grandeur, sur Sora, un mine de NFT, en passant par StarkEx, ça coûte 20 000 fois moins cher que sur le layer 1. 20 000 fois. Donc, on parle d'un ordre de grandeur qui est complètement délirant. Hein. Et avec le même niveau de sécurité que Ethereum. C'est ça la beauté de la scalabilité de la technologie des Zero Knowledge Proof. C'est qu'on a les mêmes niveaux de sécurité que le layer 1, mais avec des transactions beaucoup moins chères. L'intuition derrière ça, c'est qu'on va être capable de, comme si on compressait des transactions, en fait, on va en agréger plein, et d'envoyer une preuve. C'est grâce à ça, l'effet de masse, qu'on va pouvoir gagner en termes de frais de transaction. J'ai vu juste une question rapide qui passait sur est-ce qu'il faut être chaud en maths pour écrire du Cairo? Eh bien non. La puissance de Cairo est justement le fait de masquer la complexité mathématique qu'il y a derrière. Les mathématiques qu'il y a derrière le Cairo et les Stark sont extrêmement complexes, mais Cairo, justement, sa puissance, et c'est pour ça que c'est une arme de destruction massive, c'est parce qu'il est capable de masquer cette complexité et de te donner à toi, développeur, la possibilité d'écrire ton programme qui, derrière, va exploiter la magie des Zero Knowledge Proof sans que tu aies à les comprendre. C'est ça la beauté de la chose. Donc, StarkEx, voilà, ça c'est le produit. Donc, il y a plein de clients voilà, qui ont des contrats avec Starkware, etc. Et du coup, là, maintenant, le gros focus, il est fait sur Starknet, qui est donc un layer 2
sur Ethereum qui va résoudre les problèmes de scalabilité, mais à la différence d'un StarkEx qui est focalisé sur des briques de base, comme par exemple le trading ou les NFT. Là, l'idée de Starknet, c'est que toi, tu vas pouvoir développer ton propre smart contract grâce à Cairo et tu vas pouvoir développer n'importe quel type d'applicatif, donc un DEX, une plateforme de NFT, n'importe quoi, en fait, ce que tu veux, et de manière permissionless, le déployer, comme de la même manière que tu déploierais sur Ethereum, et sauf que tu vas être sur un nouveau réseau, du coup, qui s'appelle Starknet, et tu vas bénéficier de la scalabilité de Starknet, donc des transactions pas chères. Tu peux faire des programmes qui sont beaucoup plus complexes, parce que sur un Ethereum, sur un Layer 1, tu vas être limité, parce que ça va coûter beaucoup trop cher. Donc là, tu peux imaginer des nouveaux cas d'usage qui sont permis de par la puissance de calcul de Starknet. Et voilà. Donc voilà un petit peu pour donner un ordre d'idée. Voilà, un ordre d'idée un petit peu de ce que c'est Starkware, l'entreprise, et de ses différents produits et solutions. Ok, très bien. Si vous avez des petites questions dans le chat, on va éviter de faire trop magistral comme à chaque fois. Je prends quelques questions. Tout à l'heure, on en a une notamment. On va essayer d'aller vite sur les réponses, Abdel. Comme ça, on fait tout le programme, on plie ça propre. Il y en a une que j'ai trouvé intéressante plus tôt. C'était la différence du coup entre un Layer 2 type Starknet et quelque chose comme Scroll ou zkSync par exemple. Très bonne question. Ce sont nos compétiteurs, littéralement. Voilà. Donc c'est les mêmes, c'est très comparable. On a des différences notables qui est que ces autres-là, ils sont des ZK-IVM, justement. Tu voulais en parler, donc je ne m'étale pas là-dessus. On y vient après, ouais. Mais c'est des concurrents à nous qui ont des particularités techniques différentes, mais on est sur le même créneau. Les deux sont des Layer 2 qui scalent Ethereum. Voilà, alors, ça reste flou comme réponse parce que tu nous dis que c'est pareil, mais c'est différent. Alors, c'est pareil dans la mission, c'est dans la façon dont c'est fait que ça va être différent. C'est pour ça. Voilà. Mais comme tu voulais qu'on parle des ZK-IVM, on va en parler tout à l'heure. C'est pour ça que je ne m'étale pas trop tout de suite sur le sujet. On va vous parler de ZK-IVM tout à fait après. Ensuite, bon, c'était une petite question. Est-ce que tu connais la blockchain Dusk qui font du ZK et c'est une équipe proche de Aztec? Ouais. Alors, Dusk, ouais, je connais la team. Ils font des librairies cryptographiques très, très intéressantes. Aztec, techniquement, c'est au top, hein, clairement. C'est d'ailleurs le seul ZK Rollup à l'heure actuelle, en réalité, parce qu'on utilise tout le temps à tort le terme ZK Rollup pour tout, mais le ZK Rollup, normalement, il faut, comme son nom l'indique, qu'il soit zero knowledge, ce qui implique des transactions privées, ce qui n'est pas encore le cas de Starknet, ni de Scroll et compagnie. Le seul qui est vraiment un ZK Rollup tout de suite, c'est Aztec. Nous, pour l'instant, on a un Validity Rollup, c'est-à-dire qu'on va prouver les calculs, mais on n'a pas des transactions privées. Aztec, pour l'instant, c'est le seul qui a ces parties. J'ai vu un truc. Les wallets, c'est Argent X ou Bravox? Les deux, en fait. Bravos, c'est un fork de Argent. Argent, c'est open source et Bravos, c'est les businessmen qui ont construit quelque chose par-dessus. Voilà. Comment vois-tu la compétition Starknet et Scroll? Ah, ça, c'est une bonne question, du coup. Ouais, c'est une bonne question. La compétition des ZK Rollup sur Ethereum, elle est saine. Déjà, je commencerai par dire ça. C'est une bonne chose qu'on ait toutes ces solutions qui vont... Pourquoi? Parce que c'est bien de pouvoir expérimenter toutes ces techniques, etc. Parce que déjà il faut diversifier, répartir le risque, etc. Expérimenter des approches qui sont différentes. L'avenir dira celle qui est la meilleure. De toute façon, c'est pas forcément un winner take all. C'est pas forcément juste un truc dans lequel il y aura un monopoly en termes de ZK Rollup et il n'y en aura qu'un. Je vois un monde où il y aura plusieurs ZK Rollup qui vont cohabiter. Je pense, je mets une pièce évidemment sur le fait que Starknet soit le numéro 1 et le plus poussé, le plus abouti. Ça, c'est ma conviction personnelle. Mais en tout cas, je pense que cette compétition est saine. Et Scroll, pour le dire tout de suite, c'est mon petit chouchou parmi tous nos concurrents. Voilà. Ok. Ok. Et c'est celui de Vitalik aussi, visiblement. C'est pas celui de Vitalik. Et c'est le chouchou de Vitalik, tu veux dire? Ouais, mais en ZK EVM, hein, je parle. Ouais. Grosso modo, ouais. Kind of, ouais. On peut dire ça, ouais, on peut dire ça. De par sa compatibilité et les performances, si j'ai bien compris, avec l'accélération. Ouais, et la philosophie aussi. Ouais, la philosophie de la team. J'en ai parlé avec Vitalik il n'y a pas longtemps, la semaine dernière d'ailleurs. Il les aime beaucoup, c'est vrai. Et Elon Musk, non, je rigole. C'est pour ceux qui nous écoutent, j'en ai parlé avec Vitalik. Ah ouais. Tu vois. Oui. Non. Bon, j'ai noté quelques questions, les gars. On va reprendre le programme et le but, c'est qu'on fasse session. Je pose mes questions à moi et on prend vos questions à vous. Comme ça, c'est pas trop magistral. Ça fait un live sympa. Et puis, comme ça, c'est plus agréable aussi à suivre en live. Donc, je vais reprendre. Du coup, déjà, avant de parler de ZK EVM, toi, tu bosses sur quoi exactement en ce moment, en quelques mots?
Moi, je bosse sur plein de trucs. Je l'ai pas dit, mais en fait, j'ai créé une nouvelle équipe dans Starkware qui s'appelle la team d'exploration. Et comme son nom l'indique, en fait, on va explorer. Donc, on va faire un mix entre un peu de la R&D, mais plus appliqué. Et donc, Ouais, dans le cadre de cette team d'exploration, on a travaillé sur plusieurs projets, donc notamment Kakarot, Virus, Garaga. Moi, c'est des noms barbares. J'utilise souvent des inspirations de noms de mangas dans les noms de projets que je crée. Mais voilà, pour l'instant, c'est les projets sur lesquels j'ai bossé. Il y a aussi, j'ai aussi contribué sur le projet qui s'appelle ZeroSync, qui est un projet qui utilise les stacks pour l'écosystème Bitcoin. Donc, c'est aussi un projet qui est super intéressant. Donc, Kakarot, c'est une ZKVM, donc je ne m'étale pas parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Virus, c'est ce qu'on appelle un light client. Si tu veux bien, on pourra parler des light clients parce que je pense que ouais, c'est un concept qui est aussi important de comprendre parce que ok. ça va être l'occasion de revenir sur ce que c'est un full node, ce que c'est la souveraineté, des différentes possibilités qu'on veut avoir son nœud entre un coût qui va être élevé parce qu'on a besoin de beaucoup de stockage, un light client ou faire confiance totalement à un provider comme Infura. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu du spectre des types de nœuds qui existent et pourquoi les light clients sont un espoir très très grand pour la décentralisation et pour voir aussi côté téléphone, sur smartphone, avoir la possibilité d'avoir son propre nœud sur un smartphone. Yes, bah, on va en parler juste après. Donc voilà, tu es sur différents projets. Tu nous as parlé de Kakarot que j'ai vu passer. Bah, du coup, on va pouvoir parler de ZKVM. C'est quoi Kakarot? Tu nous as expliqué. Alors, avant que je te laisse enchaîner, sur les tweets, tu nous dis, dans un premier temps, voilà, il nous manque quelques OP codes pour pouvoir avoir de l'EVM sur Starknet, si j'ai bien compris. Donc, pour moi, c'est une sorte d'émulateur de VM en surcouche de Starknet. Ouais, exactement, c'est un bon résumé. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le cœur du sujet, donc, avant de dire ce que c'est une ZKVM, qu'est-ce que c'est qu'une EVM? Le Hmm. VM, c'est le cœur qui va exécuter les smart contracts sur Ethereum. Une machine virtuelle, de manière générale, ça fonctionne avec ce qu'on appelle des opcodes. C'est un mot barbare, mais c'est simplement des instructions de base. Par exemple, vous allez avoir des opérations mathématiques comme l'addition, ça va être un opcode qui va nous permettre d'ajouter deux choses, la soustraction, etc. Et on va construire tous ces opcodes, donc il y en a 144 sur le VM. Et grâce à ça, on va pouvoir être capable de construire des programmes qui sont dits Turing complets. Un programme Turing complet, c'est un programme qui peut tout faire, en gros. Tu peux faire des boucles, tu peux faire tout ce que tu veux grâce à ça. Et donc, la primitive la plus basique, c'est toujours un opcode. Donc, on en a 144, et une fois que vous les avez tous codés, bah, vous avez une EVM. Donc, ça, c'est une EVM. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une ZK-EVM? C'est une EVM dont l'exécution va être prouvée en utilisant les Zero Knowledge Proof. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire? Là, sur Ethereum, sur le layer 1, vous allez envoyer une transaction, vous allez interagir avec un smart contract. Disons que vous voulez swapper un token contre un autre. Vous voulez swapper du VRAP ETH contre de l'USDT. Ce qui va se passer, vous allez signer une transaction. Si tu veux bien, je refais le schéma complet pour redonner un peu de débit si ça te va. Mhm. Ouais. Donc, vous allez en fait signer une transaction sur votre MetaMask qui va dire je veux interagir avec ce smart contract et appeler telle fonction. Par exemple, la fonction swap dans le contrat de Uniswap, etc. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tous les nœuds du réseau, quand ils vont voir passer la transaction et qu'elle va être inclue dans un bloc, leur seul moyen de la vérifier, c'est quoi? C'est de la réexécuter. Donc, sur un Hmm. layer 1, la façon de vérifier, c'est une façon naïve qui est de dire OK, pour vérifier le résultat, je réexécute moi-même le programme et je compare. Donc, si Hmm. c'est bien la même chose, c'est que c'est bon. Donc ça, c'est un problème. Et pourquoi ça ne scale pas? Parce qu'on va être toujours limité par l'élément le plus faible du réseau, puisque tous les nœuds du réseau doivent exécuter. Donc ça, c'est un gros problème. Hmm. Les Zero Knowledge Proof, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va avoir un nouveau mode pour vérifier une exécution sans avoir à la réexécuter. C'est ça la puissance. En gros, ça veut dire qu'on va avoir une entité qui va s'appeler le prover. Elle va exécuter la transaction. Elle va te générer une preuve et elle va dire à tout le réseau, voici la preuve. Les gars, trust-moi, j'ai fait l'exécution de ce programme-là. Voici le résultat. Et ce qui est très puissant et ce qui est magique, c'est que toi, tu peux vérifier le résultat sans même avoir exécuté ce que c'était et avoir une garantie que l'exécution a été bonne.
Et là où c'est intéressant, c'est qu'il est exponentiellement plus rapide de vérifier que de réexécuter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Ça veut dire plus un programme est complexe, plus il est intéressant d'utiliser une zero knowledge proof parce que le temps de vérification va être minime comparé au temps de le réexécuter toi-même. Ce qui fait que tu peux. Excuse-moi, mais du coup, la confiance là-dedans, parce que si à un prouveur, tu déposes, tu files ta confiance à un prouveur. Donc, il y a un tiers. Eh bien, c'est ça qui est beau et magique et confusant et problématique parce que on va dire oui, par exemple, on voit souvent des trucs, je vois passer, Starknet c'est centralisé parce qu'il n'y a qu'un seul prouveur. C'est très intéressant et il y a beaucoup de confusion encore autour de ça, donc il va falloir qu'on fasse un travail de démocratisation. Non, on ne fait pas confiance au prouveur. On fait confiance aux mathématiques parce qu'en fait, littéralement, tu t'en fous du prouveur. Il peut être malicieux, tout ce que tu veux. Il ne pourra jamais te soumettre une preuve qui est fausse. Mathématiquement, c'est impossible. Donc, tu t'en fous. Le truc, il tourne sur AWS, sur une énorme machine qui a 192 cœurs, qui coûte je sais pas combien de dollars par heure, mais on s'en fout. Parce que le prouveur ne peut littéralement pas tricher. Maintenant, pour nous nuancer. Ça, il faudra nous l'expliquer, effectivement. Parce voilà. que là, Maintenant, je te crois sur parole. Hein, mais... Ouais, mais c'est ça qui est compliqué, c'est que la magie des maths qu'il y a derrière est très complexe. Et pour comprendre pourquoi tu peux lui faire confiance, c'est pas pour être tout à fait direct, c'est à la portée de quelques centaines de personnes sur Terre. Pour comprendre les principes sous-jacents qui font que pourquoi tu peux lui faire confiance. C'est ça qui est paradoxal avec cette technologie et qu'elle a presque un côté magique. Parce que là, mais, tu vois, par exemple, sur un layer 1, tout ce qui est consensus, etc., même sans être technique, tu peux avoir les intuitions derrière. Toi, par exemple, Capet, tu comprends pourquoi ça marche le système d'un consensus, pourquoi quand j'exécute un smart contract sur un nœud, etc. Mais il y a plusieurs étapes. C'est vrai que la compréhension de comment fonctionne une blockchain, j'ai mis quand même quelques temps à la digérer déjà. Hein. Ouais. Et s'ajoute à ça aussi que, bon, moi j'ai un passif par rapport à hardware, gaming, etc. Et je vois bien qu'il y a des limites, on va dire, techniques, matérielles, qui font que... Et là, on en est aux mathématiques. Et moi, mon niveau de mathématiques, il s'est arrêté à la terminale au lycée. Et il n'était pas terrible. Donc, effectivement, il faut l'expliquer. Ouais, donc je vais revenir dessus. Il y a une personne qui pose la question, quel genre de formule mathématique il est derrière les stacks polynomiales? Exactement, tout repose sur les polynômes. Ça, c'est une arme qui est magique. Donc les polynômes, vous avez peut-être vu au lycée ou quelque part. Mais bref, et voilà, sans entrer dans les détails, oui, les stars, massivement, tout le domaine des zero knowledge proof fonctionne avec des polynômes. Ok. Et donc, je disais quoi? Voilà. Donc, cette nouvelle arme vous permet de vérifier un programme sans avoir à le réexécuter. D'accord? Donc, ça, pour faire une ZKVM, il faut faire une EVM dont l'exécution va être prouvable. Il y a deux grandes approches majeures pour faire ça. Il y a l'approche de tous les concurrents qu'on a cités tout à l'heure, Scroll, Zcasync, etc., qui est plus ou moins de prendre le VM et de la décortiquer pour à la fin la transformer en ce qu'on appelle des circuits qui en fait sont une représentation des fameux polynômes qu'il y a derrière. Donc je vais essayer de vulgariser ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure on a dit le VM c'est 144 opcodes, donc c'est 144 briques à faire pour faire une EVM. Pour faire une ZKVM, en fait, pour prouver quelque chose, à la fin, ça doit se transformer en des équations mathématiques ou ce qu'on appelle des circuits. Pour donner un peu à quoi ça ressemble des circuits, tu vois, c'est des portes logiques, toi, ça va peut-être te parler. C'est des portes, en fait, tu vas parler. C'est un circuit, c'est défini sous forme de porte. Ouais. Exactement. Et en fait, la complexité de faire une ZKVM, EVM, pardon, et c'est pour ça que c'est quelque chose qui prend plusieurs années normalement. Et vous allez comprendre pourquoi je parlais d'armes de destruction massive avec Cairo et l'exemple de Kakarot, parce qu'on l'a fait en 2 mois, mais je vais revenir. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est que chacun des 144 opcodes, ils vont le prendre et à la fin, in fine, ils vont devoir le transformer en des circuits. Ce processus, il est très long, très compliqué et ça prend du temps. D'accord ? Je t'interromps 2 secondes. Garde en tête ce que tu disais. Ouais. Circuit, il faudra nous expliquer. Parce que un circuit... Bon, je le note. Hein. Continue. Ouais, ça marche. Donc, voilà. Voilà la difficulté qu'ont nos concurrents. Parce qu'eux, ils veulent construire une ZKVM. D'accord ? Kakarot, pourquoi on a pu faire en 2 mois ce qu'ils ont fait en 1 an, grosso modo? Bien sûr, on n'a pas encore terminé, mais pourquoi on a fait l'équivalent de ce qu'ils ont fait en 1 an? Parce que Cairo. Et Cairo, c'est quoi? C'est un langage qui te permet
tu vois, de tout ce travail qui est compliqué de dire je prends ça et je le transforme à la fin en des circuits et des équations mathématiques, bah, Cairo te le fait pour toi. Voilà pour donner un petit Ok. peu de l'intuition qu'il y a derrière Cairo Ah, et, ouais. et la Ouais. prouesse qu'il y a derrière ça. Et en fait, il te donne le pouvoir de faire la même chose avec un langage de plus haut niveau qui est facile à utiliser. Hmm. D'accord. Hmm. euh, Voilà. Et c'est pour ça que grâce à Cairo, on a développé en Cairo le VM. Et le fait de le faire en Cairo, le fait de devenir une ZK EVM, parce que tout programme que vous développez en Cairo devient prouvable grâce au Zero Knowledge Proof. Il y a une question Hmm. très intéressante. C'est pas future proof car, par rapport aux ordinateurs quantiques. Eh bien, figure-toi que si, les Stark sont résistants aux attaques quantiques, parce que, in fine, l'hypothèse mathématique derrière ça, c'est juste des fonctions de H qui, elles, sont résistantes aux attaques quantiques. Là où les SNARK ne le sont pas. C'est un grand avantage des Stark comparé aux Stark. Sans aller dans les détails, mais il y a deux familles majeures, enfin il y en a plus, mais il y a les Stark et les SNARK qui sont deux types de zero knowledge proof. Et les Stark, ils ont l'avantage d'être résistants aux attaques quantiques. D'accord. Ils ont un autre avantage, c'est qu'ils sont transparents. Le T de Stark, ça veut dire transparent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un trusted setup. Et un trusted setup, c'est quoi? C'est une cérémonie. Désolé, je balance plein de Ouais, mais concepts, mais je sais. ceux qui suivent tous les lives comprennent de mieux en mieux, mais ceux qui suivent pas, tu vas les perdre. Ouais. Ouais, je vais essayer de revulgariser, puis après, si tu veux, on revient plus high level. Ouais. Un trusted setup, c'est quoi? C'est une cérémonie durant laquelle des participants vont faire des choses ensemble pour à la fin définir un secret global. Et pour que ça marche, il faut qu'il y ait au moins une personne qui l'ait fait de manière honnête. Pourquoi aussi j'ai voulu en parler, c'est que vous allez en entendre parler bientôt pour Ethereum, parce qu'il y a un trusted setup qui est en cours pour la fameuse IP 4844, le proto-dank sharding. Bon, je m'étale pas là-dessus, mais un trusted setup, il nécessite d'avoir confiance au moins que au moins une personne l'a bien fait. Et en fait, la seule façon pour vous d'avoir votre souveraineté totale par rapport à un trusted setup, c'est de vous-même participer et de le faire honnêtement. Ouais. Sinon, vous dites, OK, bah, parmi les 10 000 participants qui l'ont fait, il y en a au moins un qui l'a fait de manière honnête. Je vais faire une métaphore. C'est pour ça que... Ouais, vas-y. Ce sera plus simple parce que pour certains, c'est pas clair. C'est pas parfaitement clair pour moi non plus. Mais en gros, pour faire simple, c'est avant de lancer la machine, il y a besoin d'une cérémonie. Donc, on va dire une phase 1. Et cette phase 1, elle va être de générer, je crois, c'est une clé. C'est ça. Et donc, la génération de cette clé, elle peut être faite par quelqu'un d'autre. Mais si c'est quelqu'un d'autre, c'est pas toi. Donc, tu sais pas. Alors que si toi, tu étais là lors de la cérémonie, bah, tu as généré ton bout de clé, tout le monde a généré son bout de clé. Ceux qui étaient là, du coup, savent, bon, bah, moi, j'étais là, donc je sais qu'il n'y a pas embrouille. Le problème, c'est plutôt pour ceux qui n'étaient pas là pour la cérémonie. Donc, sur des systèmes comme ça, il est agréable de programmer une cérémonie et de dire à tout le monde, bon, bah, venez, générez votre clé, comme ça, il n'y a pas d'embrouille, et après, on lance la machine. Alors que sur un système Stark, il n'y a pas ce besoin de cérémonie. Exactement. Donc, c'est mieux. En termes de sécurité, c'est mieux. Parce qu'on n'a pas besoin de faire ça et on n'a pas besoin de faire confiance à qui que ce soit. Donc c'est pour ça que les Stark sont plus purs. Très bonne question, il y a des connaisseurs dans le chat. Hein. Il y a quelqu'un qui dit est-ce que Plonky 2 c'est résistant aux attaques quantiques? Oui, si je ne m'abuse, parce que ça utilise les Fry qui elles-mêmes sont résistantes aux attaques quantiques. Je réponds juste à cette personne, il y a que elle qui va comprendre, mais voilà, je te l'ai dit au moins. Ok. Donc, Kakarot, on a redéveloppé en Cairo une EVM. Et donc, c'est une ZKVM. Donc, qu'est-ce que c'est une ZKVM? C'est une EVM dont on peut prouver l'exécution. Vitalik a fait une classification des différentes ZKVM. Est-ce que je peux partager mon écran ou pas? Ouais, tu peux. Tu peux, bien sûr, sans souci. Mais du coup, j'avais bien raison quand j'ai répondu et qu'il y a un gars qui m'a corrigé, c'est que vous avez bien émulé le VM. Alors, vous pouvez peut-être pas faire tout ce que peut faire le VM, potentiellement. Alors, presque. Là, on peut presque. Là, je te dis, on a les 144 opcodes. On a, en plus des opcodes, il y a 8 précompiles qui ne sont pas des opcodes, c'est un truc spécial. Mais une fois qu'on les aura, on pourra tout faire. Ouais, mais j'aime bien cette analogie d'émulateur, hein, du coup. Hein. Parce qu'un émulateur, t'émules la Play 2, t'émules la Play 3, ton jeu, il va pas marcher impeccable. Des fois, ton jeu, il va bugger, il va falloir tweaker ton code pour que ça marche mieux. Mais dans les grandes lignes, ça marche. Exactement. Et bah, tu vois, justement, vous voyez mon écran, là? Je le mets à l'écran. Maintenant, on le voit. Oui. Ah, ok. Et bah, Vitalik a proposé une classification des différents types de ZKEVM. Donc, en fait, c'est en fonction, justement, du degré de compatibilité de ton émulateur, et bah, tu vas avoir différents types de EVM. Donc, je vais en prendre en partant vers le bas.
Donc, Tu une peux envoyer ZK, le lien. bien sûr, On le mettra en description YouTube pour les intéressés. je Je te vais l'ai le mettre dans envoyé en le chat privé parce que je également. sais pas Ouais, comment être. je le Ouais, mets dans voilà. le chat. Je le mets dans le chat. Il est très intéressant. Hmm. Il explique vraiment les différents types de ZKEVM. Donc, une ZKEVM type 4. Donc, déjà, pour comprendre ce que sont les numéros, plus le numéro est petit, donc 1, en l'occurrence, le numéro le plus petit, c'est 1, plus on est proche de Ethereum. Donc, 1, en Ok. gros, vous êtes 100% compatible avec Ethereum. En gros, pour la faire un petit peu simple, mais vous êtes le moins performant possible. Hmm. Je vais expliquer aussi pourquoi c'est aussi intéressant ce truc de ZKVM et le choix de Starkware de ne pas être parti sur une ZKVM, parce que nous, c'est un ZK Rollup, mais avec une autre machine virtuelle qui n'est pas le VM. Ok. Et c'est littéralement pour cette raison, pour des raisons de performance. Donc, plus le chiffre est petit, plus vous êtes compatible avec Ethereum, mais moins vous êtes performant. Hmm. Plus le chiffre est grand, en l'occurrence 4 est le plus grand, moins vous êtes compatible avec Ethereum, mais plus performant vous êtes. Ok. Donc, type 4, qu'est-ce que c'est? Vous avez une compatibilité d'un langage de haut niveau à un autre langage de haut niveau. Je vais expliquer ce que ce mot barbare veut dire. En réalité, le smart contract, quand il va être exécuté, c'est pas du Solidity. Vous connaissez sans doute Solidity, mais en finale, il y a une étape avant qui est la compilation. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un contrat écrit en Solidity, il va être compilé pour obtenir un programme, donc l'équivalent du smart contract, sous forme de ce qu'on appelle du bytecode. C'est la représentation qui est interprétable par le VM. C'est ça le bytecode. D'accord? Comme le binaire pour les machines classiques, ouais. Comme le binaire pour les machines classiques, exactement. Ou par exemple, une analogie pour une machine virtuelle, c'est le langage Java, qui ne va pas traduire en binaire, mais en quelque chose qui va être interprété par la JVM, la Java Virtual Machine. Bon, bref. Ok. Donc, vous passez de Solidity à un bytecode, après vous l'exécutez dans le VM. La ZKVM de type 4, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire, je suis capable de passer de Solidity à un autre langage de haut niveau qui va pouvoir être utilisé sur quelque chose qui n'est pas une EVM. Donc, typiquement, de Solidity à Cairo, là, vous êtes un type 4. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir prendre votre contrat en Solidity, le transpiler, on appelle ça, en Cairo, et l'exécuter sur Starknet. En fin de compte, vous n'allez pas l'exécuter sur une ZKEVM, mais conceptuellement, vous avez un petit peu une ZKEVM dans le sens où vous avez écrit un contrat à destination d'être exécuté dans le VM. Tu veux peut-être reformuler avec Ah ouais, c'est parfaitement clair pour moi. C'est-à-dire que bah, toi, tu connais un langage, c'est Solidity, mais tu as envie que ça fonctionne sur Cairo, tu sais pas utiliser Cairo, hop, tu passes par ce transpiler. Ça existe déjà, du coup, ça. Ça existe déjà. Donc, il a été développé par Nethermind. Il s'appelle WARP. WARP, il est d'ailleurs cité ici. Donc, il y a deux types de ZKVM. Ah, le WARP, ok. Voilà, WARP, c'est ce qui permet de passer de Solidity à Cairo. Et il y a ZK-Sync qui est aussi un ZKVM de type 4 parce qu'ils ont aussi un langage intermédiaire. D'accord? Putain, la folie. Je comprends Donc, tout. Est-ce que c'est clair le chat? Juste avant de continuer. Est-ce que ça, c'est clair? Si ça n'est pas clair, on va réexpliquer une dernière fois avant d'enchaîner. Déjà, c'est cool. Si tu as compris, bah, essaye de réexpliquer parce que c'est trop bien si tu as compris. Ouais, bah c'est de la compatibilité. Ethereum, c'est EVM, c'est le langage Solidity. Starkware, ça répond pas dans le chat, vous dormez les gars. Starkware, c'est le langage Cairo, c'est pas Solidity du coup, c'est pas Ethereum. Et le but, c'est d'arriver à créer des niveaux de compatibilité et d'aller chercher soit la compatibilité, soit la performance. Plus ou moins. Ouais, exactement. Ça rajoute une couche d'apprentissage. Pas forcément, du coup. Tu peux te dire, bon, ben, moi, je fais du Solidity, je vais passer par un transpiler. Ouais, c'est l'un d'avantages, exactement. Ouais. Et imagine une application qui est multi-chain, d'accord? Une application qui est sur Ethereum et d'autres chaînes EVM. Arbitrum ou même Avalanche, tu vois, qui est EVM compatible. Bah, elle pourrait se dire, moi, j'ai le choix, soit recruter une team d'ingénieurs pour apprendre du Cairo, etc., mais j'aurai deux codes à maintenir, etc. Ça coûte cher. Ou alors, vu que sur 4 des chaînes sur lesquelles je suis déployé, bah, j'ai déjà des contrats qui sont en Solidity, bah, j'utilise ça pour éviter d'avoir à prendre le Cairo. J'accepte ce sacrifice en termes de performance, etc., au profit de pouvoir maintenir qu'un seul code et ça coûte moins cher en termes de ressources parce que j'ai pas besoin de recruter des ingénieurs ou de les former à Cairo. Et avant que tu enchaînes Deep, du coup, pourquoi il y a 4 niveaux et pas de un super performant et un compatible? Ce serait peut-être plus simple, non?
Pourquoi Parce avoir 4 qu'il y niveaux? a des variantes entre les deux. Tu vas voir, je vais parcourir les variantes et tu vas Ok. comprendre pourquoi. Ouais. Hmm. Donc, comme il est très bien dit, l'avantage, c'est c'est plus rapide à prouver. La génération d'épreuves est plus rapide. Le désavantage, c'est que c'est beaucoup moins compatible parce que c'est compatible qu'au niveau du langage de haut niveau, mais il y a des grosses différences dans la transformation, en gros, mais peu importe. Et qui fait ça? Donc ZK-Sync, et il y a WRAP qui permet de passer de Solidity à Chiron, qui fait de facto rend Starknet une ZKVM de type 4 en plus d'être un ZK rollup à part entière. C'est ça qui est Ouais. intéressant. Ouais. Ok. ZKVM de type 3, c'est presque équivalent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire presque équivalent? Et c'est là où on va toucher du doigt la justification du choix de Starkware. Je vais l'expliquer à ce moment-là parce que c'est exactement le bon endroit pour le faire. Starkware, au moment où ils ont dit on va utiliser Zero Knowledge Proof, il y avait deux choix. C'était soit de se dire on essaie d'être VM compatible ou soit pas. Le problème d'être compatible VM, c'est quoi? C'est que le VM à la base, quand il a été designé par Vitalik et tous les petits compères, le domaine des Zero Knowledge Proof n'était pas du tout aussi évolué. Il n'était pas du tout clair que ça serait possible un jour d'avoir la possibilité de générer des programmes qui seront prouvables grâce à ça. Tout ça pour dire que au moment où elle a été conçue, le VM n'a jamais été designé pour être friendly avec des systèmes de preuve. Friendly, ça veut dire facilement utilisable dans un contexte de Zero Knowledge Proof. À ce moment-là, en 2015, il était bien trop tôt et pas du tout évident qu'il pourrait un jour en être aussi avancé en termes de Zero Knowledge. D'accord? Donc, les choix qui ont été faits à l'époque, ils ne pouvaient pas prendre en considération ce qui fait qu'un système de preuve est efficace. Par exemple, il y a des opérations dans ces fameux 144 opcodes dont j'ai parlé qui sont efficaces dans un contexte de VM, mais qui, dans un contexte de zero knowledge, sont une catastrophe. Et tout à l'heure, la personne parlait de les mathématiciens derrière, on parlait des polynômes. Donc, dans le monde Ethereum, on travaille dans une arithmétique qui est dite binaire, d'accord? Tout est représenté à la fin par des 0 et des 1, d'accord? On travaille comme ça. C'est des opérations arithmétiques qui sont binaires et ils ont leurs propres particularités. Dans le monde des zero knowledge, on travaille sur des polynômes qui ont une autre forme, qui ont des autres règles mathématiques, etc., qui sont très différentes. Et tout ça pour dire qu'il y a des choses qui sont efficaces dans le contexte binaire qui ne le sont pas du tout dans un contexte polynomial. Et notamment, la fonction de h qui est utilisée dans Ethereum, qui s'appelle Ketchak, elle est efficace dans un monde binaire, mais elle ne l'est pas du tout dans un monde polynomial. Ok. Ce qui fait que si tu veux avoir une ZKOVM, tu n'auras pas le choix, tu seras obligé d'avoir des sacrifices pour être compatible. C'est pour ça que plus on est compatible, moins on est performant. C'est littéralement pour ça, parce que le VM n'avait pas été designé pour être prouvable. Voilà. Ok. Donc là, ce qu'il dit, c'est que les Type 3, ils sont presque équivalents, mais ils font quelques sacrifices qui les rendent un peu moins compatibles, mais pour améliorer leur performance. Donc typiquement, dans un monde comme ça, ce que tu peux faire, tu enlèves certaines choses qui sont possibles dans le VM parce qu'elles coûteraient trop cher dans un environnement ZK. D'accord? C'est pour ça que tu es presque équivalent, mais pas tout à fait. Donc ça veut dire que tu acceptes qu'il y a certains smart contracts qui ne marcheront probablement pas. Parce que si tu as un smart contract qui utilise des choses que toi tu as enlevées, évidemment, ils ne marcheront pas. Et c'est un peu ce que tu disais sur l'émulateur. Il ne va pas toujours marcher parfaitement en fonction de moi, ce que je choisis, comment je le fais. Et là, c'est toujours une balance entre à quel point je vais être performant et à quel point je vais être compatible. La performance, c'est bien, c'est évident pourquoi c'est bien. La compatibilité, pourquoi c'est bien? C'est de profiter de l'effet de réseau et de ce qui a été déjà construit autour de l'EVM, c'est-à-dire le tooling, les logiciels qui existent autour de l'EVM, etc. Et on s'imagine que potentiellement, ça va encore plus se diversifier plus tard et on aura peut-être plus que 4 niveaux, ce sera un peu à la carte. Ouais, c'est possible qu'on aura des... Ouais, exactement. Ouais, et alors, question bête, pour quelqu'un comme nous, qui ne soyons pas développeurs ou passionnés de mathématiques, comprendre les polynômes, c'est utile ou pas? Parce que, pour qui pour un retail, un investisseur, un monsieur tout le monde, est-ce que comprendre les polynômes, c'est utile ou pas? Alors, il y a deux mondes. Si vous voulez comprendre pourquoi les zero knowledge proof marchent, oui, ça peut aider. Si vous faites confiance et que vous dites, bon, il y a suffisamment de gens brillants dans la planète qui disent que les zero knowledge proof, ça marche,
Je pense pas que l'effort en vaille la peine, dans le sens où c'est un effort conséquent qu'il faut faire pour. Conséquent, ouais, Voilà. pour la compréhension des polynômes. Alors, jusqu'au point de pouvoir comprendre des ordonnées proof, oui. Ah oui, Après, bah oui. avoir deux, trois bases sur ce que c'est les polynômes, ça vous aidera à comprendre pourquoi certaines opérations sont efficaces dans un monde binaire et pas dans un monde polynomial. Ouais, ça peut être Ok. intéressant. Ok, intéressant. Et ben, peut-être, ceux qui comprennent l'anglais, je vous invite à regarder un talk de Eli Ben Sasson, donc le président de Starkware, cofondateur de Zcash et inventeur des Stark, qui explique la magie des polynômes. Ok. Je vais essayer de te la retrouver plus tard. Je vais pas de souci. Ok. Magic of Oh, Polynomials. attends, tu tapes Stark at Home, Eli, polynomial. D'ailleurs, c'est une série, toi, si tu as le temps et tu veux t'amuser. Ah, c'est bon, je l'ai. Qui est génial. Ouais, mais génial. c'est des morceaux d'1h30 à chaque fois. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est littéralement des morceaux d'1h30. Ouais. Bah, comme ce live, hein, tu me diras, mais faut être accroché, quoi. Et puis c'est en anglais, ouais. Ce Mais serait après, il y bien a un d'avoir le anglais qui est truc en très français, fluide. ouais. Ouais. Ok, je Ok. transmets dans le Donc, chat. C'est dans le chat. type 2.5. Type 2.5, globalement, tu es presque compatible, mais tu as juste une politique qui est différente pour le gaz. Pourquoi c'est important? Il faut savoir que le gaz, comment ça marche le gaz en fait? C'est que, vous savez, on a parlé de ces fameux opcodes, d'accord? Les 144 opcodes qui constituent le gaz. En gros, pour faire simple, chaque opcode, on va lui associer un coût en gaz, ok? Et c'est comme ça qu'à la fin, on va calculer. C'est une sorte de fonction, un opcode. Un opcode, c'est totalement une fonction. Ouais, tiens, fonction, ouais, tout à fait. Je te montre un site qui est super, evm.codes. Vous avez littéralement tous les opcodes et il vous décrit ce que c'est. Je prends l'opcode qui est 0,1. C'est une opération qui s'appelle add. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un chiffre et elle l'additionne avec un deuxième chiffre. Ok, d'accord. Et grâce à ça, croyez-moi ou pas, grâce à toutes ces petites opérations, à la fin, on peut être capable de se builder un système de smart contract pour construire tout n'importe quoi. C'est assez magique. Donc, et voilà, justement, vous voyez, vous avez l'opcode et vous avez le coût en gaz à côté, d'accord? Ouais. Et vous allez me dire, mais comment ce coût en gaz est déterminé? Eh bien, en fait, l'idée, pour vous donner l'idée, pour comprendre comment c'est défini, c'est qu'on essaie d'estimer le coût pour un nœud Ethereum d'exécuter tel ou tel opcode en termes de à quel point il va demander des ressources. D'accord? Ouais, énergie, bande passante, matériel. Voilà, énergie, bande passante, matériel, exactement. Et en fait, on va designer le système. Et en fait, et ça évolue. C'est-à-dire que quand il y a un hard fork sur Ethereum, des fois, vous avez un changement. On va dire l'opcode, tiens, on va dire un exemple fictif, mais l'opcode add, on se rend compte qu'il y a une possibilité de l'utiliser pour faire des attaques de déni de service sur le réseau parce qu'il ne coûte pas assez cher. Donc, on va changer son prix pour l'augmenter. Ça s'est déjà vu dans le passé. Des nouveaux opcodes, on ne savait pas trop comment ils pouvaient être utilisés. Après, il y a des nouveaux usages de certains smart contracts qui ont utilisé tel ou tel opcode parce qu'il était plus efficace dans certains contextes. On se rend compte que son coût en gaz, il n'est pas adapté, il peut poser des problèmes d'attaque sur le réseau. Et ben, on peut proposer un EIP pour changer son coût en gaz, par exemple. Et là où c'est intéressant, et pourquoi on peut se dire, mais pourquoi une ZKVM de type 2.5, c'est comme une EVM sauf pour la partie gaz? Eh bien, en fait, comme je vous l'ai dit, on essaye d'estimer ce que ça représente en complexité pour le nœud à exécuter. Sauf que dans un contexte de zero knowledge proof, on travaille sur des polynômes, certains trucs qui sont triviaux à faire dans un monde binaire, ils sont très durs et très coûteux à faire. C'est-à-dire que si on appliquait la même logique, on s'ouvrirait la porte à des attaques. Parce qu'en fait, si un opcode qui coûte pas du tout cher sur Ethereum, on lui met le même prix sur notre ZKVM, mais qu'en fait, en réalité, il demande beaucoup plus de travail sur ta ZKVM, ça va pas. Donc, dans l'idéal, il faudrait que, admettons, un opcode dans le monde ZK, il nécessite 10 fois plus de travail. Ben, en théorie, il faudrait forcément qu'il coûte 10 fois plus cher. En fait. Sinon, il y a un décalage. Je sais pas si c'est clair. C'est très clair. C'est pour... Ouais, ok. Pour moi, tu veux reformuler ou... Pour moi, c'est très clair. Bah écoute, non, c'est bien. Hein. On a compris qu'un opcode, c'était une fonction. Tu nous as montré d'ailleurs un tableau, on dirait des fonctions en JavaScript, plus ou moins.
tu considères que ces fonctions, elles ont un coût, c'est ce qu'on appelle le gaz. On l'a déjà très bien expliqué sur Coin Academy pour les intéressés. Le coût en gaz, après, c'est un coût en Ethereum au final. Euh, le calcul de gaz fois Gwei égale tant d'Ether et tant d'Ether égale tant de dollars, tout ça, on l'a expliqué sur Coin Academy pour les Ok. intéressés. N'hésitez pas à demander si jamais dans le chat je peux vous trouver ça. Et c'est comme ça que vous rentrez dans le game de la blockchain. Et là, on est sur une histoire d'émulation entre le monde d'Ethereum, le VM, et les autres mondes pour pouvoir fonctionner avec le VM. Exactement. Ouais, tout Mm. à fait. Mm. Euh, et donc, ok, très bien. Donc ensuite, type 2, eh bien là, vous allez avoir une compatibilité parfaite par rapport à l'EVM. D'accord? Donc ça veut dire un code qui tourne sur le layer 1, tel quel, vous le mettez sur votre ZPM, il va marcher de la même manière, sans changement aucun. C'est-à-dire que tous les opcodes qu'on a vus ici, ils marchent tous pareil sur Ethereum et sur votre ZKVM. D'accord? C'est ça le Ok, type 2. ok. Mais il y a encore un niveau au-dessus. Pourquoi? Parce que Ethereum, c'est pas que le VM. Le VM, ça permet d'exécuter les smart contracts, mais le VM, Ethereum, il y a aussi la gestion des blocs, toutes les particularités du consensus, du protocole, etc. Donc, vous pouvez aller Ok. encore plus loin et implémenter de manière prouvable tout ce qui fait que Ethereum, c'est Ethereum. Et ce n'est pas que le VM. Le VM, c'est qu'une partie de ce qui est Ethereum. D'accord? Tu vois la distinction qu'a faite entre Ouais, bien full sûr. EVM équivalence et Ethereum équivalence? Ok, Ok. voilà. Et du coup, bah, naturellement, Kakarot en l'état, tu le mets dans quel type? Voilà, c'est une très bonne question. Et ben, Kakarot, dans l'état, il est en type 3. Type Il est 3. en type 3, donc là, il nous manque ça. Une fois qu'on aura ça, et on est en train de l'implémenter là tout de suite d'ailleurs. D'ailleurs, on a besoin de l'un de ceux-là pour faire marcher Uniswap. On aimerait faire une démo avec Uniswap qui est un use case assez parlant. Si on est capable de faire un swap sur Kakarot tel quel, comme sur Ethereum, c'est une très belle démo pour montrer la puissance. Donc, il nous manque ça, d'accord? Et une fois qu'on a ça, on passera en 2.5. Ouais, stylé. Et donc, encore une fois, vous avez créé une EVM de type 3, enfin une ZK EVM de type 3, en Hum. 2 mois de travail, Exactement. Et je vais vous montrer du coup. avec le langage Kero de Starknet, de Starkware, pardon. Ouais, ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est le code de Kakarot. Dedans, vous allez retrouver les différentes instructions. Je vous montre l'exemple pour l'anecdote sur l'une d'entre elles, par exemple. Tout à l'heure, on a vu la fonction add, d'accord, qui permettait d'ajouter deux choses. Ah, voilà, ça, c'est add en Cairo. Voilà. Et on a fait ça, ce travail pour tous les trucs. Et jusqu'à là, être D'accord. capable. Donc évidemment, add, c'est facile. C'est la Donc, base, ouais. Hmm. ouais, voilà, c'est facile. Mais il y en a des beaucoup plus complexes, évidemment, en code. Mais voilà, c'est comme ça, juste pour concrétiser un petit peu tout ce chinois, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se traduit à la fin. Ça, Et c'est je du vais... code Keiro. Merde. Ok, cool. C'est bon. Je suis là, je suis là. Voilà, c'est clair. Et du coup, on a fait progressivement. Donc là, on avait mis un tableau qui récapitule où on en est. Bon, là, on les a tous. Mais on avait un tableau et au fur et à mesure, on rajoutait des petites croix qu'on était bon. Et c'est là D'accord. qu'on a dit le truc, il nous en reste plus que deux. Ben voilà, c'est qu'il nous en reste deux. Et là, on a D'accord. terminé. Et du coup, donc aujourd'hui, Kakaros, on va dire, c'est un projet annexe. L'idée, ce serait quoi? C'est que Kero soit officiellement EVM compatible? C'est quoi Non, l'idée? Non. non, c'est un projet à part. Et en fait, c'est un projet qui est devenu maintenant communautaire. Il a toujours plus ou moins été. Donc, c'est moi qui l'ai créé à la base, qui ai lancé le truc et commencé le code, etc. Et petit à petit, j'ai ramené du monde qui sont venus m'aider pour avancer. Donc, vous voyez ici, on a 30 contributeurs en tout qui ont bossé sur Kakarot, sans entreprise, sans rien. C'est vraiment en mode pure open source. Et on a réussi ça. C'est ça aussi qui est beau. Parce que pour vous donner un ordre de grandeur, ça, c'est l'équivalent de ce qu'a fait Scroll, de ce que fait Polygon avec Hermès, etc. On parle de projets qui ont été démarrés tous il y a plus d'un an. On parle de projets qui ont plusieurs centaines de millions de dollars de funding, littéralement. Et on a réussi à faire quelque chose d'équivalent, grosso modo, sans entreprise, sans financement et en 2 mois. Hmm. Grâce à cette arme de destruction massive Kekero. Et là, pour l'instant, peu de gens encore comprennent ce que ça implique, ce que ça veut dire, mais je vous assure que c'est
énorme d'être capable de pouvoir faire ça en si peu de temps. Je pense que Capet, tu commences c'est surtout que là, on est vraiment dans le game de l'open source, quoi. T'as posé un GitHub, t'as dit voilà, on a toutes nos fonctions, on a besoin de faire ça, ça, ça. Toi, t'as fait les tiennes, tes potes t'ont fait les leurs. T'as des gars, ils sont arrivés sur le GitHub, ils ont dit je fais ça, je fais ça. Et chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Et à la fin, projet full communautaire. Et vous faites un ZK EVM de type 3 en 2 mois chrono. Voilà. Ouais, exactement. Hardcore. Donc là, tu vois, par exemple, c'est le projet de l'Ethereum Foundation qui essaie de construire les fameux circuits dont je parlais, du ZK EVM. Bah, ça, je t'ai dit, c'est un projet qui a commencé il y a plus d'1 an, tu vois, et qui est toujours pas fini. Après, pareil pour Hermès, pareil pour Scroll, pareil pour tous les compétiteurs, quoi. Et c'est quoi que t'appelles un circuit, du coup? C'est un morceau d'émulateur? Ouais, grosso modo, tu vois, les opcodes, là, ADL, à la fin, il faut qu'ils se traduisent sur un circuit. Mais un circuit, c'est un truc qui est big, tu vois, hein, vraiment, même pour un petit truc. Et en fait, l'assemblage après de tout le circuit, ça va construire le VM, en fait, grosso modo. Ok. Un peu de choses près. Ouais, c'est pas très clair encore, cette histoire de circuit. Ouais, Ok. ouais. On en reparlera. Bon, c'est pas grave. Ouais, on en reparlera. Donc voilà pour les différents types de ZKVM et pour Kakarot. Donc Community Project qui va devenir probablement un vrai projet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en cours de discussion pour créer une boîte et en faire quelque chose, hein, vraiment, et le lancer un jour. Nous, on a démarré, moi quand j'ai démarré initialement, c'était surtout pour montrer la puissance de Kairo. Je pense que la mission est remplie. Vitalik, il a vraiment apprécié le projet. J'avais fait un Twitter Space avec Vitalik justement pour parler de Kakarot et des différents types de ZKVM. Et là, justement, je leur parlais, là, une fois qu'on avait fini tout le code, il me demandait ça représente combien de types combien de lignes de code en Cairo, etc. Et je lui dis, et il était choqué. En fait, justement, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas beaucoup de lignes de code. C'est pas une machine à gaz, ouais. Ouais, exactement. Ça représente 5000 lignes de code de Cairo environ. Par ordre de grandeur, celle de l'Ethereum Foundation, c'est plus de 50 000 lignes de code. Tu vois. Donc, il était très agréablement surpris de ça. Vous savez, bon, je le dis, mais j'en parle avec Vitalik. Lui, il voit dans un monde potentiel dans lequel, dans 10 ans, on a du Cairo partout, même au niveau du L1. Ah ouais? Donc, voilà. Ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà. Bon. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Ouais. C'est pas une info anonyme ce que je viens de dire, mais ouais. Voilà. Il voit le potentiel d'un langage qui sera utilisé dans le L1. Il sait, alors, pour dire une affirmation sûre, il sait pour lui, et ça il me l'a dit tel quel, le futur du L1, il aura des stars partout, ça c'est sûr et certain. Après, comment ils vont être utilisés? Soit ça va être buildé à la main les circuits, ou soit on aura un langage de plus haut niveau comme Cairo. Et il voit en Cairo un potentiel vraiment très bon candidat pour dans le futur d'Ethereum avoir du Cairo partout. Au même titre que pour d'autres utilisations, il pourrait y avoir d'autres choses, mais construire un Ethereum, là en l'occurrence avec Cairo, c'est pensé pour la performance. Ouais, exactement. Et c'est-à-dire qu'en fait, là, je ne l'ai pas précisé, mais type 1, ce qui est intéressant, regarde, c'est là, ici. Ah voilà. Donc il dit, c'est très bien, c'est utilisable pour les roll-ups, les ZKVM type 1. Mais ça, c'est ça la phrase qui est intéressante. C'est-à-dire que quand tu as un ZKVM de type 1, tu peux rendre le layer 1 lui-même sans couche par-dessus, plus scalable avec ce système de zéro knowledge proof. D'accord? Ok. Donc ça, c'est encore abstrait. Ouais. Mais tout ça pour dire que le Graal, ça sera ça. Ce sera le jour où on peut avoir au niveau du L1. Ah, petite coupure de Abdel. C'est bon. C'est bon? Et en plus de ça, l'effet... Tu disais au niveau, par contre, tu as dit au niveau du L1, ça a coupé. Ah ouais. Le Graal, c'est au niveau du L1 d'être capable d'utiliser un système de zero knowledge proof directement, sans roll-up en fait. Bien sûr, dessus on peut mettre des roll-up, mais on scale le L1 lui-même en plus de le scaler via des L2. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais... C'est très clair, mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un peu utopique, mais toi, je sais que tu es full utopie, et moi aussi, vis-à-vis de ce marché sans être développeur. C'est que Ethereum, on le critique parce que sa roadmap, elle a un peu changé, la vision entre le Yellow Paper et maintenant, il y a quand même des trucs qui ont un peu bougé, etc. Mais en fait, c'est que tu vois que tu es en train de construire un vrai système d'exploitation décentralisé. Exactement. Et de plus en plus, ça se clarifie.
sur ce qu'il doit être et ce qu'il ne doit pas être. Effectivement, il y a eu des changements en cours de route. On a appris, on a fait des erreurs, mais là, moi, j'ai l'intime conviction que, OK, on sait c'est quoi la target. On sait c'est quoi la target, on sait comment en faire un système robuste le plus puissant possible pour être un layer incrédiblement neutre sur lequel on peut construire par-dessus. Mhm. Et du coup, question annexe, parce que là, on est beaucoup dans la scalabilité, la programmation, etc. Au niveau pur consensus, tu restes confiant vis-à-vis que le proof of stake, c'était une bonne chose et Ça, c'est la question piège. C'est une vraie bonne question et j'aime pas éviter les questions, donc je vais te dire mon avis honnête. C'est, je suis mitigé dans le sens où si je devais dire un petit regret, c'est que ça a potentiellement mis à risque Ethereum trop tôt, dans un état où on n'était pas encore suffisamment prêt pour se prémunir d'une attaque massive si elle arrive. Une attaque massive, j'entends une attaque étatique ou un truc de ouais, cette ampleur-là. Je suis pas sûr qu'elle arrivera. Je pense que c'est même réglementaire. trop probable. Voilà, que ce soit réglementaire, un truc très très hard au niveau d'un État qui essaie carrément de tuer Ethereum, tu vois. Mm. Je pense que bon, c'était un petit peu osé de le faire dans l'état où on était, sachant que même Bitcoin n'est pas encore dans un état où il est assez résistant pour se prémunir d'une telle attaque. Alors Ethereum, il était évidemment moins. Donc je pense que c'était peut-être un peu prématuré, mais c'est difficile à dire dans le sens, bah, il y en a qui nous disent, ouais, putain, ça a mis 5 ans, le passage au proof of stake, etc. Donc la question de la vitesse de développement du protocole, c'est vraiment une question qui n'est pas facile à trancher. Tout ça, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai jamais été partisan des arguments écologiques par rapport à la transition proof of stake. Ok. Ce qui me rassure, qui me faisait accepter le passage au proof of stake, bah, c'était qu'on n'avait pas le choix pour le sharding, en fait. Donc, Ouais. je m'accrochais à cette idée-là de me dire, bah, vu qu'on n'a pas le choix pour du sharding, bah, bon, soit quoi. Malgré tout, je pense que la forme de proof of stake de Ethereum est la meilleure qui existe, ça c'est clair. Euh, Maintenant, de plus en plus puriste dans l'âme, je voyais bien, j'étais à l'aise avec un monde dans lequel Ethereum restait en proof of work et Ouais, qu'on je met vois. tout sur les L2. Ouais. Voilà, Ok. pour la faire simple. J'ai un peu la Je... même lecture que toi sur ça. Mm. Ouais, ok. C'est surtout pour les gens qui nous écoutent au niveau de l'enjeu, c'est que voilà, le proof of work, donc on va parler de Bitcoin, tu le mines, tu branches ton matériel au réseau, tu l'extrais, t'as pas besoin de faire une acquisition, d'acheter à quelqu'un d'autre un jeton pour en faire l'acquisition, alors que dans un modèle en proof of stake, à un moment donné, tu vas devoir acheter des jetons à quelqu'un pour toi-même devenir validateur et apporter ta pierre à l'édifice. Et, euh, et du coup, ça a un petit peu un côté premier arrivé, premier servi. Et particulièrement par rapport à la fondation Ethereum qui a prémint une partie des jetons au départ et donc qui a un pouvoir de générer un rendement avec ces jetons de départ. Alors que quand tu es dans le game du matériel et de l'électricité, c'est pas un rendement gratuit qui tombe du ciel. C'est pas une rente qui tombe du ciel parce que tu as du matériel, tu as de l'électricité. C'est quelque chose qui est peut-être abstrait quand vous écoutez ça, mais pour le régulateur, ça ne l'est pas. C'est parce que, par exemple, miner de l'or, c'est pas oh, je mine de l'or, je gagne de l'argent. Non, tu sues, tu vois. Tu mets des coups de pioche, tu vas chercher ton or. Et pour le côté numérique, bah, le proof of work, c'est pareil. C'est tu branches tes machines, tu les règles, tu dépenses de l'énergie, tu changes ton parc informatique pour pouvoir te mettre au niveau du marché. Il y a un vrai système de compétition. Alors que le proof of stake, c'est voilà, c'est j'achète, je rentre dans le game et ça, c'est à la limite, si c'était tout le monde pareil, ok. Sauf qu'au départ, il y a des jetons, dont une partie des jetons qui ont déjà été générés pour l'Ethereum Foundation ou pour les gens qui étaient là avant. Et ça peut leur revenir dans la gueule. On pourrait reconsidérer Ethereum comme une autre classe d'actifs et ça pourrait être absolument désastreux pour le projet. C'est pas arrivé, mais ça pourrait arriver. Voilà, donc il faut le garder en tête. Ouais. Voilà. Du coup, bon, ça c'était un petit peu la question qui fâche. Toi, quelles sont les applications qui te hype le plus pour 2023-2024? Est-ce que toi, tu as vu passer des trucs qui vont vraiment servir dans le monde réel et qui seraient assez imminents, idéalement? Alors, c'est une bonne question. Euh, Tu vas être un peu déçu de ma réponse, qui va être, je suis un peu un vieux pépère,
c'est pas que je suis un vieux pépère, mais c'est-à-dire que j'ai refocus à mort mes priorités, mes objectifs. Et je me consacre vraiment de plus en plus à avoir un socle suffisant pour pas qu'on passe à côté de notre mission. C'est-à-dire que j'ai même rétro-pédalé dans ma volonté d'avoir une adoption rapide de Ethereum ou des technologies Bitcoin ou Ethereum, parce que je ne considère pas qu'on est encore dans un état satisfaisant pour accueillir 1 milliard d'utilisateurs tout de suite, et que c'est même peut-être contre-productif pour plusieurs raisons. D'une, on peut arriver dans un mode où en fait, on ramène trop de monde trop vite et il y aura une grosse frustration parce qu'en fait, on va avoir des systèmes qui vont saturer, qui vont pas être prêts, etc. Et en fait, les gens vont se dire, en fait, c'est nul, ça sert à rien, etc. Ça va aussi rajouter beaucoup de bruit, d'attente, de choses qui vont pénaliser et ralentir le développement du protocole. Donc, je suis un peu relou, mais bon, maintenant, si j'essaie quand même de jouer le jeu, dans les projets que j'aime bien, qui sont au niveau applicatif, ça tu le sais, c'est pas un secret. Carbonable, je trouve qu'il y a un vrai intérêt dans J'allais t'en parler. Ouais, philosophiquement, je suis vraiment en adéquation avec ce projet. C'est vraiment tout le contraire du greenwashing. Il y a vraiment une philosophie derrière et surtout une manière pragmatique de trouver une solution à ce problème-là. Ok, ça utilise la technologie blockchain, mais pour l'une des rares fois, quand Ramzi et Guillaume, les fondateurs, m'ont présenté le projet, au fait, je me suis dit, oui, en fait, ça match, sens. Hein. Ouais. Ça match de ouf, ça résout des problèmes faut qu'on leur explique. Faut qu'on leur explique de ce qu'il est. Ouais, carrément. Ouais, vas-y, si tu veux. Vas-y. Alors, bon, déjà, première chose, c'est hyper importante. Voilà, quand il y a du sponsor, on vous le dit. Là, il n'y a pas de sponsor, c'était pas pour amener le sujet. Nous, on est tous les deux investisseurs et investis dans Carbonable. Ça, c'est la première chose. C'est la première action d'entreprise que j'ai achetée. Voilà. Et la seule, pour le moment, personnellement. C'est Abdel qui me l'a présenté. Carbonable, c'est quoi en quelques mots? C'est un projet écologique, on va dire. C'est un projet écologique, green, qui leverage les technologies blockchain, NFT et finances décentralisées. Et en gros, l'idée, c'est de se dire, voilà, il y a des projets écolos, de nettoyage des océans, reforestation, autres. Voilà, des choses qui, factuellement, font du bien à la planète, font du bien aux hommes, aux animaux sur la planète, etc. Et tout ça, il y a un besoin d'expertise, il y a un besoin de budget, etc. Et pour ce qui est du besoin de budget, l'idée, c'est de se dire, ce qu'on pouvait déjà faire sans la crypto, on le fait. S'il y a besoin de trouver des investisseurs en termes de dollars, d'euros, etc., on le fait. Mais on a aussi le côté crypto. Il y a des gens qui veulent payer en crypto. Il y en a qui veulent passer par le côté crypto. Et ils peuvent le faire. Donc à la base, ça a été lancé sur Juno, qui était une chaîne de l'écosystème Cosmos. Et là, c'est en train de se construire sur Starknet, justement. Forcément, Abdel a participé à cette migration. Et voilà, donc je vous donne un exemple. Imaginons, on vous dit, voilà, on veut reforester, on veut remettre des arbres à un endroit sur la planète. On va faire appel à telle entreprise ou telle expertise. Le budget, il est de temps. On a besoin de lever des fonds. On dit, voilà, le budget est de 300 000. Je dis un truc au hasard. Hein. On découpe 300 000 en 300 morceaux de 1000. Et ensuite, on fait ces morceaux de 1000 en NFT. Les gens peuvent acheter ces NFT en crypto et en fiat dans le futur, voilà, pour faire les choses simples. Et ensuite, ce NFT, vous pouvez soit le revendre sur un marché secondaire, soit le bloquer pour toucher un rendement en crédit carbone. Donc, on rentre vraiment dans la méta... bon crédit carbone, écologie, finances décentralisées, utilisation des NFT, utilisation de la technologie blockchain, utilisation de Starknet. Il y a tout qui colle en fait sur le papier. Moi, c'est des gens que j'ai rencontrés, que j'adore. Voilà, tout simplement. Et pour le moment, de concret, il y a eu des petites levées de fonds, c'est en train de se faire. Ils ont levé un peu d'argent. Et on va voir bientôt, je l'espère, de plus en plus de concret. Voilà, donc on vous en reparlera progressivement, mais c'est un projet qui tient à cœur. Et toi, par rapport à ce projet, au-delà de l'advisory, d'ailleurs, Abdel, tu as participé sur la partie technique, intégration, etc. Comment ça s'est passé? Ouais, tout à fait. Alors déjà, je réponds, il y a quelqu'un qui dit c'est un peu ce que faisait Climat. Non, pas du tout. Le gros problème des projets qui sont à la croisée des chemins entre technologie blockchain et marché du crédit carbone, ils le font de la mauvaise façon. Dans le sens où le problème n'est pas de tokeniser les crédits carbone,
le problème est de résoudre le problème de la quantité de crédit carbone disponible, parce que c'est pas quelque chose qui va se minter comme ça par magie. Ils ont un ancrage dans le monde réel. C'est des projets qui sont certifiés par des certificateurs, donc comme on l'indique, c'est des organismes qui sont agréés pour le faire, qui vont faire une méthodologie très rigoureuse, en fait, dans laquelle ils vont étudier très précisément sur le terrain, et à la fin, il y a un audit qui va être fait, donc il y a des rapports de plus de 40 pages qui sont pour l'analyse d'un projet. Et à la fin, en gros, ils vont dire, ce projet-là, il va absorber tant de tonnes de CO2 par an pendant 25 ans. D'accord ? Ça va donner le droit à une émission de crédit carbone pendant 25 ans. Et donc, Carbonable permet de résoudre le financement de ces projets qui vont générer derrière la supply de crédit carbone. Les autres, climat et d'autres, ce qu'ils ont fait, c'est juste qu'on prend les crédits carbone, on va les tokeniser sur la blockchain. Ok, c'est très bien, c'est cool, ça ramène de la liquidité potentiellement, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème majeur de financer des projets qui vont absorber du crédit carbone. Parce qu'une fine, on s'en fout de tokeniser le crédit carbone. C'est qu'on veut résoudre un vrai problème qui est comment créer des projets, comment financer des projets qui vont absorber du crédit carbone. Non, il y a beaucoup de trolls dans le chat, mais justement. Non, mais il n'y a pas de trolls, c'est gentil. Hein, non, non, mais c'est typique. En fait, il y a beaucoup de greenwashing, les Marco Mouli, etc. Et Ramsey Guillaume ont dû lutter énormément contre ça. Et je vous invite à regarder tout le travail qu'ils font sur la partie éducation du marché. Même moi, avant de connaître les tenants et aboutissants de ce marché, j'avais des a priori. Une fois que je me suis bien renseigné, qu'ils m'ont montré tous les modèles, les tenants aboutissants, je me suis dit, mais putain, en fait, c'est exactement le genre de solution qu'il faut, justement, pour corriger les travers qui aboutissent à ça. Parce que pourquoi il y a eu des histoires comme Marco Mouli et compagnie? Parce que justement, on repose sur des intermédiaires et sur des systèmes qui sont archaïques. Ouais. Là, grâce à des smart contracts, on va pouvoir ajouter un niveau de trust et de traçabilité, dans lequel on va pouvoir voir tout ce qui se passe et on n'aura pas les problèmes de double comptage de crédit carbone, l'émission et la distillation du crédit carbone sur les 25 ans va être littéralement régie par un smart contract, donc tu ne pourras pas faire autrement. Et c'est justement pour ça que ça va résoudre deux problèmes, qui est le problème d'inclusivité du financement. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est restreint des grosses entreprises comme Total, Shell, etc., qui vont pouvoir mettre des millions sur la table pour financer un projet qui va leur donner tous les crédits carbone. D'accord ? Là, grâce à une plateforme de smart contract, tu peux donner ça de manière accessible au retail, à tout le monde. Tout le monde pourra investir ce qu'il veut pour acheter un petit bout, une preuve de participation dans un financement. Et ensuite, récupérer du rendement. Le gros problème du rendement dans la DeFi, c'est quoi? Il y en a deux. C'est quelle est la source de rendement et combien de temps il dure. Et en fait, avec Carbonable, vous résolvez les deux problèmes. Pourquoi? Le rendement, il est associé à un actif qui est ancré dans le monde réel. Première chose. Deuxièmement, on sait combien il dure, le temps qui est certifié par le certificateur d'émission de crédit carbone. Si le certificateur dit ce projet-là, il va émettre tant de crédit carbone pendant 25 ans, on sait qu'il y aura du rendement qui va être généré par la revente des crédits carbone pendant 25 ans. Voilà, c'était la petite parenthèse. Forcément, vous l'avez compris, nous on est biaisés, on aime les créateurs, on aime le projet, etc. Je termine sur la dernière question là-dessus. On repasse à la technique. C'était parce qu'on était dans l'utilité. Qu'est-ce qu'ils ont construit aujourd'hui? Un site, une équipe, lever un peu d'argent. Ils ont fait 2 levées de fonds sous forme de jetons de Juno. Et c'est en train de se construire, tout simplement. Donc, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de point bloquant côté blockchain aujourd'hui ici. Non, là, c'est en cours de développement. Là, je vous montrais tout à l'heure le code. Là, c'est la partie Starknet, donc avec tous les smart contracts. Il n'y a pas de jetons, les gars. Non, pas encore. Donc là, il y a tous les contrats pour mint, les contrats pour le vesting, le yield, ils sont en train d'être implémentés. Donc là, justement, c'est toute la logique qui va permettre de générer les rentes, etc. Enfin, tout ça. C'est en cours d'implémentation. Il y a des ventes qui vont arriver dans le courant... premier trimestre de cette année, il y aura une prochaine vente. Il y a le bridge de Juno vers Starknet qui est en cours de développement, il va être bientôt finalisé. Aucun intérêt pour un jeton, si potentiellement, c'est en cours de discussion, mais ça pourrait être un intérêt pour, par exemple, donner des avantages. C'est-à-dire que là, ça va être un système un peu de launchpad dans lequel tu vas avoir de nouveaux projets. Peut-être tu peux avoir des systèmes dans lesquels tu vas inclure une gouvernance pour dire
le choix des projets, tu vois, pour choisir les choix des projets qui vont être financés. Parce qu'en fait, tu en auras plein, des projets qui vont être certifiés, mais après, il y a aussi des critères qui vont être pris en compte, comme des critères de l'ONU, l'impact réel sur les populations de chaque projet. Et ça peut être à l'appréciation de chacun. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, hormis même, moi, ce qui m'a séduit, c'est justement qu'il n'y a pas besoin de token pour que le modèle marche et que ces NFT que vous allez pouvoir stacker dans des contrats, ils vont donner un rendement qui n'est pas du bullshit, qui n'est pas basé sur du vent, mais sur un actif du monde réel. Donc, le token, si un token, c'est presque anecdotique, j'ai envie de dire, parce que le modèle ne dépend pas de ça pour pouvoir marcher. Voilà, on peut fermer la parenthèse là-dessus. Ouais, voilà. Vous avez une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous ai mis les liens. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien du site dans la description YouTube pour les intéressés. Il y a juste une dernière question sur les partenariats avec des sociétés qui veulent se décarboner. On n'en a pas parlé, mais on n'a parlé que de la partie B2C, mais évidemment, il y a un gros volet, tu fais bien de le dire, sur la partie B2B. Il y a un deuxième cas d'usage, c'est pour les entreprises qui vont devoir décarboner, parce que littéralement, les régulations vont dans ce sens-là. En fait, j'en ai pas parlé pour pas m'étaler, mais c'est un gros panel de carbonable qui est intéressant, parce que les régulations vont tous dans le sens de se renforcer par rapport à ça. Et donc, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? À la fin de l'année, elles font leur bilan et elles achètent au prix fort à la fin de l'année pour compenser. Donc, avec un projet comme Carbonable, ils pourraient anticiper, en fait, investir dans un projet qui, sur 25 ans, va lisser leur coût d'acquisition du crédit carbone. Donc, oui, le volet B2B, c'est une verticale très importante aussi pour Carbonable. Voilà. On ferme là-dessus. Qu'est-ce que je m'étais noté, du coup, encore? Donc, bon, pour les applications, on l'a compris, toi, là, tu es vraiment dans le dur, tu es dans le code. Donc, t'as pas vu des applications qui t'ont vraiment fait vibrer, qui vont sortir. Ouais, je suis curieux de voir toute la partie identité décentralisée, de voir qu'est-ce que ça va pas donner. Ouais. Les améliorations grâce à l'open abstraction, des nouveaux modèles d'authentification. Tu vois, il y a des trucs qui m'ont fait kiffer que j'ai vu sur Starknet, comme être capable d'interagir avec un smart contract en déverrouillant son téléphone en Face ID, ce genre de choses. Le gaming, parce que ça c'est une verticale sur Starknet qui nous tient beaucoup à cœur. Et en fait, bizarrement, la technologie Starknet et la compte abstraction se prêtent très bien au gaming. Donc je suis curieux de savoir ce que ça va donner. On a beaucoup de projets gaming qui sont. Ça va mettre du temps, ça, par contre, je pense. Ouais. Ça prend du temps. Vous avez Matchbox DAO, je crois qu'il y a un peu sur ce créneau-là. Matchbox DAO qui facilite un petit peu justement la création de briques de gaming qui pourront être utilisées entre des projets. Ils font aussi des événements. Il y a un événement cool qui est très bientôt, ou qui est passé, non, qui est très bientôt. En fait, il y a une compétition dans laquelle c'est une espèce de jeu qui s'appelle Monaco. C'est des courses, en fait, de voitures, mais sous forme de smart contract. Donc, pour participer, tu développes ton intelligence artificielle, c'est un smart contract, et tu vas faire la course avec d'autres, et tu as toutes des stratégies à mettre en place. Un jeu de fantasy, quoi. Un fantasy league avec des voitures. Ouais, c'est un jeu ça. Et ce qui est cool, c'est qu'il y aura un commentateur pro. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un top 15 monde Fortnite. Il va commenter en mode vraiment commentateur pro, plus un commentateur, Henri, mon collègue de Starkware, qui va commenter les stratégies des joueurs pour dire en fait là, il essaie d'implémenter telle stratégie, etc. Donc c'est un truc qui va être cool. Ça marche. On va essayer de garder un format plutôt court. Donc, quelques dernières petites questions. Et la vidéo sera rediffusée sur YouTube, bien entendu, dans la semaine, normalement. Déjà, d'une part, eh bien, si tu devais investir, allez, sur 3 jetons, là, t'as pas d'argent. Est-ce que tu te lances tout de suite? Est-ce que tu as des jetons qui te font vibrer? Je vais commencer rapidement. Moi, par exemple, tu vois, j'ai Celestia que je vais regarder avec attention, forcément. Ça va dépendre de la capitalisation, bien entendu, mais Celestia, j'ai dans le scope. Starknet, j'ai dans le scope. Personnellement aussi. Ça ne veut pas dire que je vais l'acheter. Ça va être une question de capitalisation, de momentum, de communauté. Et puis voilà. Est-ce que toi, tu en as 2-3 comme ça qui te font vibrer? Bon, Starknet, mais évidemment, de le dire, ça n'apporte rien. Bon, BTC-ETH, mais bon, vous vous en doutez. Donc, si j'essaye d'être un peu plus... Bah, c'est vrai que... Bon, je ne le ferai pas parce que moi, comme je t'ai dit, je suis restreint. Maintenant, c'est BTC-ETH et Layer 2 Ethereum. Mais si je devais hypothétiquement regarder ailleurs, c'est vrai que Celestia est un très bon candidat. Layer 2 Ethereum, c'est intéressant aussi. Layer 2 Ethereum, oui. Layer 2 Ethereum, c'est clair. Maintenant, si tu veux, moi, je préfère... Comme je suis très impliqué dans Starknet, etc., c'est plus facile pour moi d'avoir une vue sur ce qui se passe, etc. Donc, c'est plus safe pour moi de rester que sur Starknet. Mais oui, les autres layers de Ethereum... Comme j'ai dit, moi, mon scroll, c'est mon chouchou parmi nos compétiteurs.
Et ZK Optimistic Sync. Rollup, j'ai un peu de mal par rapport. Non, vas-y, ZK Sync, si tu veux, mon quart d'heure vérité, je les porte pas dans mon cœur. Ok. C'est difficile de rentrer dans le détail parce qu'il y a des trucs un peu On fera ça que sur je une peux pas autre. dire. Ouais, et puis on Non, fera non, ça sur un c'est autre live, en pas, vrai. c'est pas une question de. C'est facile à dire en vrai. C'est juste que je peux pas trop. Mhm. Mais ils sont pas réglo sur certains trucs. Ah ouais. Notamment un indice, Aztec. Voilà. C'est Ouais, le seul ben, on indice me que l'a je déjà peux. raconté qu'il y a eu de la Ah, copie ok, apparemment voilà. vis-à-vis de Aztec. Ouais, Mais bon, eux, ils le savent exactement. pas. Il y a eu de la copie par rapport à Aztec. Du coup, Aztec carré. Très carré. Très Aztec carré. carré. C'est les seuls qui ont qui ont vraiment un carreau à l'heure actuelle. Matic, non, parce que Ah ouais? bah, peut-être que je suis un peu biaisé parce que c'est un de mon concurrent, mais c'est-à-dire que par rapport au ratio entre où ils en sont aujourd'hui, qui sont quand même assez hauts dans le market cap par rapport à ce qu'ils ont délivré, qui est littéralement rien, à part une sidechain. Ils ont fait l'acquisition récente de plein de projets qui Hmm. travaillaient sur des ZKVM, bien sûr, Hermès, Maiden, etc. Ils vont sortir probablement du lourd parce qu'ils ont fait une stratégie d'acquisition qui leur permet de rattraper 3 ans de Hmm. R&D. Ok, ils ont été malins. Maintenant, en termes de upside potentiel, sur un truc qui est déjà dans le top 10, voilà, je suis pas, d'un point Ouais. de vue Là, c'est le spéculatif, je suis pas spéculateur sûr que ce qui soit. parle. Ouais, ça Ouais, c'est ça, m'intéresse. c'est que. Et le développeur, de ce que t'en as vu des boîtes qu'ils en ont racheté, il n'y a pas des trucs qui te font un peu kiffer Si, bah, si tu veux, c'est strong, hein. Hermès, c'est très strong, y a pas photo. Maintenant, moi, je suis convaincu que le ZKVM n'est pas la voie ultime parce que pour les raisons qu'on a dit, c'est que c'est pas optimisé pour un environnement zéro knowledge proof. Donc, je crois plus à une approche comme Starknet. Bah, écoute, un peu biaisé avec une tête. Figure-toi que avant Starkware, j'étais déjà depuis plus de 6 mois extrêmement bullish sur Starknet. Et j'ai fait l'analyse moi-même, littéralement, de toutes les solutions Layer 2 pour savoir sur laquelle on devait partir quand j'étais chez Omnidust. Et ma conclusion était sans appel, c'était que c'était Starknet le meilleur. Donc Mhm. non, je pense que mon approche est vraiment objective. Et je le disais bien avant d'être chez Starkware. Suffit, je pense, de regarder mes tweets, etc., de l'époque avant que j'y aille. Non, non, clairement, j'ai fait moi-même littéralement l'analyse de toutes les solutions Layer 2 existantes. Et ma conclusion, c'était que c'était Starknet. Donc non, Polygon, en plus, personnellement, j'aime pas trop leur philosophie. C'est aussi ça qui m'a détourné à l'époque. C'est-à-dire que ils ont trop surfé sur une confusion entre ce que c'est une sidechain une et l'appeler sidechain Layer et... 2 quand même. Ouais, Mais voilà, ouais. l'appeler Layer 2 alors que c'était pas un Layer 2, c'était pas bien. Over marketing, ça fait des blabla dans tous les sens sur Disons du que c'est un layer Starbust et 2 en, compagnie. en devenir, mais à l'époque... Ouais, Enfin, pour le moi, c'est truc, sur c'est overvalue. on parlait de layer 2 à l'époque, même pour les sidechains. C'est juste qu'il faut quand même contextualiser aussi. Les propos, ils ont vachement évolué sur le marché. Tu vois, à l'époque, il y a plein de mots qui passent partout, qui changent de terrain. Après, aujourd'hui, on considère qu'un layer 2 vient baser sa sécurité sur le layer web. Donc, une sidechain ne base pas sa sécurité sur une autre chaîne. Elle sert juste de chaîne à côté où tu vas faire passer de l'information là-bas, mais dire voilà, j'ai quand même une traçabilité sur la blockchain. Mais pour autant, tu viens pas indexer ta sécurité du layer Ouais. 2 au layer 1. Exactement. Il y a quelqu'un qui pose une question si le résultat de cette analyse. Donc celle-ci, elle date de avril, du coup bien avant que j'aille chez Starkware, et c'est un petit résumé de tout ce que j'avais fait entre les différentes options, donc les sidechains, les state channels, Plasma, les rollups, Optimistic Rollup, ZK Rollup, les différences entre Optimistic Rollup, ZK Rollup, pourquoi des ZK Rollup, et ensuite les Snark versus les Stark, pourquoi les Stark, Mhm. etc. Et la compatibilité EVM et pourquoi Starknet. Voilà. Donc ça, c'est un petit résumé. Je veux bien le partager. Il n'y a En pas de souci. reprenant la doc de Vitalik, je vois en plus juste avant, tu montrais les différences avec les performances. Le tableau, il y a une ou deux slides avant. Ça? Ça là. Ouais. C'était Non, Vitalik qui avait non, fait ça, non? c'est pas dans le tableau Vitalik. Non, non, c'est dans un truc qui compare les Snark et les Stark. Bref, c'est un petit résumé de mon analyse, et là, c'était 13 avril 2022. Donc, vous voyez, sur le côté pas objectif, c'était plus de 6 mois avant que je joigne Starkware. Et ma conclusion, c'était que c'était Starknet. Donc, moi, j'ai pas de souci. Moi, je suis transparent et j'assume totalement mes positions. Donc, non, Polygon, bien avant d'être chez Starkware, je l'aimais pas. Marketing que je trouve un peu malhonnête, qui joue sur la confusion, comme on vient de le dire avec Capet. Overvalued, ouais, grosso modo, je trouve que c'est overvalued. Comparé voilà, à un scroll, etc. Donc, si je devais aller sur un autre ZK Rollup, je me tournerais plus vers ça. Alt Layer 1, non, hors de question, ça vous le savez. Ok. Franchement, je crois plus du tout à la narrative. On a eu le dernier je sais pas comment dire ça, mais Solunavax de l'année dernière, je pense qu'on ne le verra plus jamais.
Il y a qu'à voir comment Aptos et Sui, qui sont pourtant des machines de guerre à tous les niveaux, qui n'arrivent pas trop à tirer leur épingle du jeu. Après, c'est un peu tôt pour le dire, mais perso, je crois pas du tout en la narrative Altair One. Donc, si je devais résumer, BTC ETH, meilleur d'eux. Les solutions comme Celestia, elles apportent quelque chose dans le schmilblick, sur la partie problème de data availability, etc. C'est un créneau qui va être intéressant. J'en ai parlé avec Vitalik aussi, encore une fois, tu vas me dire, il n'y a pas longtemps de Celestia. Il m'expliquait pourquoi lui, il n'était pas trop convaincu de Celestia, et je comprends. J'en ai parlé, Ok. quelqu'un posait la question sur les problèmes de synchronicité et de système de fraud-proof. On en reparlera à l'occasion parce que c'est un petit peu, pour rentrer dans le détail. Mais grosso modo, il y a deux, trois trucs qui sont perfectibles sur Celestia, mais c'est une approche qui est intéressante. Ils sont assez pionniers dans la modularité. Ils ont expérimenté pas mal de designs intéressants, etc. Donc, ouais. Après, dans les actes manqués, comme j'ai déjà dit, hein, évidemment, il y a Cosmos. Tu vois, tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui citait Polkadot. D'un point de vue tech, c'est des trucs qui sont strong. Malheureusement, ça n'a pas pris pour plein de raisons différentes. Mais voilà. Mhm. Mhm. Comment se lancer dans le dev Kero, du coup, pour les intéresser? Eh ben, viens sur le Discord ou viens me parler sur Telegram ou t'envoies un message sur Twitter à Louis, à mon collègue Louis, et on va t'aider à démarrer dans l'écosystème. En tout cas, c'est un écosystème. Déjà, il y a beaucoup de Français. On a vu les stats à peu près. C'est intéressant. Mondial, on a à peu près 25% de développeurs en France. Donc, un quart sur tout le monde entier. Donc, c'est énorme. On a une grosse communauté francophone. On en blague des fois en disant que le français est la langue officielle de Starknet et tout. C'est assez cool. Belle ambiance. Là, par exemple, littéralement, tout de suite, il y a Only Dust, donc la boîte dans laquelle j'étais avant, qui organise le Starknet Chalet. Donc, ils sont partis pendant une semaine à la montagne, en train de coder et de faire du ski. Voilà, donc là, ils ont partagé un update tout à l'heure. Il y a vraiment des bonnes vibes dans l'écosystème Starknet, je vous Mhm. assure. Moi, c'est un truc qui me séduit. Le côté qu'on a un focus très fort sur les développeurs, je sais que ça frustre certains utilisateurs, mais moi, je pense que c'est dans le bon sens des choses. Il faut qu'on attire des builders de talent qui vont construire les choses qui vont attirer derrière les users. Et je pense que c'est Mhm. bien de le faire dans ce sens-là. On a des très bonnes vibes, on a des events très régulièrement. Là, il y a un event début février auquel je vais aller à Tel Aviv pendant une semaine. Bon, il y en aura un autre après à Istanbul, un gros à Paris, Starknet ici cet été. Donc, je vous invite à regarder. Très bonne vibe dans l'écosystème. Ça build fort et très bonne solidarité. Donc, tous les devs qui nous écoutent, venez. On va vous accueillir bras ouverts pour venir coder. Tous les mecs qui sont perdus à coder sur Elrond, venez les gars, vous êtes en train de perdre votre temps Tu pouvais sur une pas poubelle. t'empêcher, hein. Tu pouvais pas Ouais, je t'empêcher, suis hein. désolé, je suis obligé pour le mot de la fin. Ouais, ouais. Non, venez, sortez de la misère de cette merde. Venez, on va vous ouvrir. Euh, et voilà. Ouais. Ils attendaient que ça, hein, je pense, hein. Non, moi, je fit pas. Il y en a un qui posait une question, pourquoi Vitalik a sauvé Solana? Mais en fait, c'est juste que tout le monde a le droit à sa chance et que Solana, t'aimes ou t'aimes pas, mais tu peux pas dire que ça En plus, build ça a été pas quand et... même détourné. Hein. Ça a été détourné quand même, ce qu'il a dit. Alors, Solana, alors par exemple, tu vois, Solana, ils ont eu le mérite au moins d'essayer des choses, etc. J'y crois Ouais. absolument pas en tant qu'incrédible, etc., pour des questions philosophiques. Mais ils ont essayé de faire des choses. Des choses, voilà, c'était pas juste un copy-pasta d'Ethereum. Ils sont Mm, partis sur leur propre voie. Ils ont attiré beaucoup de développeurs. Ça, c'est clair mm. que ça a buildé très fort. Hein. Ils ont énormément de développeurs, etc. Maintenant, je pense que voilà, moi, j'y crois pas en Solana. Mais ils ont eu le mérite d'avoir expérimenté leur propre voie et de faire des choses qui étaient d'un point de vue technologique, pas philosophique. Tu sais, je fais souvent la différence, étaient Ouais. intéressantes. Et le Rust a Mm. attiré du dev, exactement. Gourou, tu fais bien de le dire. Ils ont eu le flair d'utiliser Rust en langage principal. Rust, pour ceux qui ne savent pas, c'est un langage de programmation qui a le vent en poupe, qui est en train d'exploser en termes de croissance, de popularité. Nous-mêmes, dans l'écosystème Starknet, on a transformé Cairo pour se rapprocher de Rust. Un peu aussi pour cette raison, pour être honnête. C'est un langage qui attire énormément de monde parce qu'il est extrêmement bien pensé et il est très ergonomique et très puissant pour les développeurs. Donc, ils ont eu du flair. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que Vitalik, il n'a pas dit. Enfin, je trouve qu'il a été détourné ce qu'il a dit. Il n'a pas du tout dit que Solana c'était le feu ou quoi que ce soit. Il Ah les non, a mais c'est pas pas. ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y a des gens sérieux Ouais, là-bas et qu'il leur souhaite bonne chance et c'est de bonne guerre, en fait, tout simplement. Plus ou moins, hein.
Bonne chance les Ouais, gars, ça build. c'est juste que lui, c'est pas. Vitaly, c'est pas un rageux, il souhaite le mal à personne, il est là dans son Hmm. coin, il fait son taf, il a sa mission, il juge pas, voilà. Moi, je suis pas, je suis plus T'es un petit rageux toi. médisant, voilà. Je Ouais. suis pas un petit rageux, mais bon, j'estime que, moi, j'estime qu'il se trompe, Vitaly, par rapport à ça, pour être honnête. C'est-à-dire que il Ok. sous-estime le détournement de ses tweets et son influence, c'est les gens qui vont mal comprendre, et il va malheureusement détourner des gens qui vont se conforter dans l'idée de dire ça a été Vitalik approved, tampon Vitalik, etc., qui vont se perdre. Moi, mais bon, c'est difficile, hein, mais moi, à sa place, j'aurais une politique bien plus conservatrice. J'estime qu'on a un rôle par rapport à ça, et c'est pour ça que je suis de plus en plus médisant envers ceux qui chillent des saloperies comme Elrond. Parce que les gars, vous aurez des comptes à rendre, il y aura des comptes à rendre un jour, je vous le dis. Tout le monde, vous pouvez parler, c'est très bien, mais il y aura des choses à faire. Ceux qui sciemment chillent ça, ce genre de truc, attention, c'est chaud. Voilà, c'est ce que je peux Je faire. le vois pas comme toi. Je pense on est encore à un stade du jeu où il y a tellement tout à créer qu'on n'en est pas là aujourd'hui, tu vois. Je veux dire, en fait aussi, Il y Abdel, a deux, c'est que trois toi, t'as signes la qui tête tombent pas dans... capette. Non, 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 mais c'est toi, juste t'as le la temps. tête dans le guidon. Regarde ce qui s'est passé en 2 ans, frérot. Je veux dire, il y a 2 ans, on disait une des premières intégrations du sharding à peu près correcte. Tu te dis sympa, tu vois, le thème Alt Layer 1. Et puis après, on te parle déjà de Layer 2. T'as des Layer 2 qui sont arrivés à la vitesse de l'éclair. Et toi, t'es dans une top tech. Donc forcément, toi, t'es un peu en haut de ta pyramide et tu te dis, je Ouais. peux plus en fait. Non, je comprends. En fait, juste, il y a deux, trois trucs qui trompent pas. Juste pour faire très simple et pour pas perdre de temps. Ah, déjà, il y a quand même eu un truc qui était marrant, qui devrait vous faire réagir, les gars. Parce que vous pouvez dire que je suis un rageux. Louis, mon collègue, c'est pas du tout un rageux. Il en a littéralement rien à foutre des autres trucs. Il fait ça live. Ce qui s'est passé quand il était venu sur le Space de vendredi, quand on parlait d'Elrond, tu sais ce qui s'est passé? Le Non. pire truc, le plus gros signe possible qui s'est passé, il ne connaissait pas Elrond. Louis, un OG du monde de la crypto, il ne connaissait pas Elrond. Mec, réveillez-vous les gars. On s'en bat les couilles tous ceux qui sont là. C'est pour ça que même moi avant j'en parlais pas, mais maintenant je commence à en parler parce que personne n'en parle. On s'en bat les couilles. C'est de la merde. Tout le monde sait que ça sert à rien. Tu vois, à la limite, Je vois ce que même tu veux si dire. moi je me suis détourné de Cosmos et tout, Louis, on surveille toujours ce qui se passe sur Cosmos Polkadot. On s'inspire même de leur truc, etc. Elrond, il ne connaissait même pas les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il y a ça. Les rebrandings, et là, il y a Guru qui m'a fait rappeler la dernière fois, ils ont changé plusieurs fois de nom. Les gars, qu'est-ce qu'il nous faut? Je te prends Paris que l'année prochaine, il s'appelle Multivers GPT, parce qu'il y a la hype des chats GPT, de l'IA. Les gars, réveillez-vous, dans quel monde tu viens, tu t'appelles Multivers. Je Avant vois ce que d'être tu veux dire. Eagle, tu changes de narrative avec la hype. Tu perds plus de temps à faire du Hmm. marketing, de ton branding qu'à coder. La dernière fois, je pouvais regarder leur repo, je me suis trompé, les gens m'ont dit, ouais, c'est pas le nouveau truc. Et c'est inconcevable. Dans leur truc, ils passent plus de temps à faire du rebranding, à changer les repositories. En gros, ils ont changé le nom sur GitHub et tout. Les gars, réveillez-vous. C'est pas du tout crédible. Non, mais moi, Non, c'est non, ça, mais c'est pour ça écoute, que je suis aussi c'est j'ai intéressant. des vraies C'est choses. Des fois, je intéressant, prends ouais. pas le temps de bien les expliquer parce que ça meurt de moi, et parce qu'il y a des signes pour moi qui sont tellement flagrants que j'ai du mal à comprendre En pourquoi. tant Il que y a dev, ça. c'est red flag, quoi. Mais c'est plus que ça, c'est en tant que quelqu'un qui croit aux valeurs de ce qu'on fait. En fait, c'est contraire à tout ce qu'on essaie de combattre depuis le début. Par exemple, une team qui fait le DEX, numéro un de l'écosystème, avec des yields de malades, etc. What the fuck, si ça, c'est pas un red flag. Putain, je l'ai dit Ah, la tu parles dernière de fois. Maillard, ouais. Bah, mec, Maillardex, leur Dex, ouais. le protocole, il doit être carrément dissocié de la partie applicative. C'est l'une des bases, en fait. C'est ce qu'on appelle la credible neutrality. Le protocole, il doit être crédiblement neutre. Si tu rentres en compétition avec les applicatifs de ton écosystème, c'est absolument pas bon. La gouvernance du protocole, qui est bien sûr archi centralisée. Enfin, il y en a 10 000 red flags, en fait, si tu veux. C'est pour ça qu'il y en a qui parlent de l'adaptative state sharding de mon cul, mais on s'en fout. Ça, c'est des rétroviseurs, il n'y a pas de moteur. C'est ce que je disais la dernière fois. Ou alors, ils sont en train de changer la couleur de la peinture, sachant qu'il n'y a pas de moteur. Non, mais littéralement. C'est pour ça que je ne considère pas, même s'ils font des avancées de malade sur les adaptative state sharding mon cul. Mais non, en fait, ça sert à rien. En fait, c'est juste ça. Ouais, je vois ce que Donc, tu veux je dire. sais pas si tu comprends un peu plus ce que je veux dire. C'est que, Écoute, bah, ça m'ouvre un petit peu plus les yeux, tu vois. Il y a des gens sur Elrond qui font des trucs bien, mais effectivement, tu le vois avec le projet Theta, tu le vois là apparemment, tout le monde veut rentrer dans un game. Ok, on n'a pas pensé modulaire du départ, on veut pas forcément faire des layer 2, mais nous on va faire des shards où chacun aura sa shard pour son app, mais voilà, ce sera hyper limité, ce sera juste de la bande passante. Ce sera niveau validation, on sait même pas encore ce qu'il en est. Niveau VM, ce sera notre VM. Je te dis ça parce que tu vois, par exemple, Avalanche, tu auras des subnets, mais tu pourras avoir un consensus custom. Tu pourras avoir
ta propre VM sur ton subnet, tu auras de la communication entre les subnets, il va y avoir IBC sur un subnet de Avalanche. Donc tu vois que c'est pas seulement aller dans le sens du vent, ça bouge. Et côté Solana, eux, c'est encore différent. Ils sont partis d'une logique ultra monolithique assumée. Et maintenant, c'est comment on tweak le truc et voilà, on reste sur cette logique-là. Ça, si tu veux, c'est plus crédible. Rien que ça, c'est plus crédible que le tu vois. Les mecs, ils essaient de changer, de surfer sur les hypes multivers X, mais putain, mais comment vous pouvez penser une seule seconde que ça peut être un Ad Layer 1 crédiblement neutre? Mais jamais de la vie. Jamais. Mais enfin, c'est juste tellement évident que j'ai du mal à comprendre. Et encore, on n'a même pas encore cité les problèmes de la distribution du token, etc. Parce qu'il n'y a même pas besoin d'aller jusque-là, si tu veux. Mais moi, franchement, les gars, le fait que Louis, mon collègue, j'étais choqué qu'il ne connaissait pas tellement. Mais si ça, c'est pas un putain de signe. En fait, personne, nous, si tu veux, ça n'existe pas pour nous. Tu vois, il y a Cosmos, Polkadot, tout ça, ça existe. Substrate, par exemple, la technologie de Polkadot, nous-mêmes, moi, je voulais qu'on s'en inspire pour faire un full node Starknet, etc. Ces trucs-là, en fait, on n'en parle pas parce que ça n'existe pas, parce qu'ils n'apportent rien. En fait, vous rêvez, ceux qui pensent qu'ils ont, même qui font de l'innovation. Je vous dis sur des problèmes de sharding, etc. Si vous pensez qu'ils sont devant Ethereum à ce niveau-là, vous n'avez rien compris. Ethereum a 5 ans d'avance sur le design de la data availability qui va arriver sur Ethereum et a déjà anticipé les problèmes dans lesquels va tomber Elrond. Et les gars, voilà, il y a pas match à tous les niveaux, c'est pour ça que ça m'en fait rire. Tu vois, mais bon, ouais. Non, c'était la fin de live. Petite parenthèse, c'est venu du cœur. Non, mais c'est intéressant parce que tu vas au-delà du vice marketing, quoi. Juste une question, il y a quelqu'un qui dit si ça n'existe pas pour vous, pourquoi ça vous énerve tant? Moi, ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression qu'il y a, et surtout dans la communauté francophone, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train d'induire en erreur des gens pour de mauvaises raisons. En fait, par exemple, la dernière fois, il y avait un builder qui était venu, qui disait fondé en disant « Ouais, mais la UX, elle est géniale, l'expérience utilisateur, etc. » Ok, mais si Elrond se limite à apporter ça, s'ils étaient crédibles, en fait, ils auraient pu très bien faire la même chose sur un layer de Ethereum, tu vois. C'est ça qui n'a pas de sens, si tu veux. Donc, pourquoi ça m'énerve? C'est parce que moi, je pense qu'il y a une publicité mensongère sur ce que c'est vraiment, tout simplement. Les builders de l'écosystème qui sont venus le défendre, aucun d'eux ne croyait en la philosophie d'Elrond. C'est pour te dire. Donc, les mecs, ils buildent, ils disent « Ok, c'est cool et tout de builder dessus, il y a une expérience utilisateur qui est cool, nanani, c'est facile pour Madame Michu de venir. » Mais aucun d'entre eux ne croyait vraiment en la philosophie d'Elrond et que ça pouvait devenir quelque chose de crédiblement neutre, etc. Donc, après, attention, il faut bien différencier publicité mensongère et différence d'opinion aussi. Le truc, c'est qu'Abdel, voilà les gars, enfin sans faire le suceur de bite, Abdel, tu peux lui parler de tokenomics, de consensus, de code, de philosophie, de machin, ce marché, il le connaît par cœur. T'as des gens, ils sont pas dans le truc, eux, ils sont plus dans le côté retail. Ils se voient séduits d'un point de vue retail, de par justement leur capacité marketing, leur capacité à avoir fait une application Maillard qui est bien. Je veux dire, les hero tags, l'app mobile et tout, moi j'ai trouvé ça bien à l'époque. Mais bien sûr, 100%. Et ensuite tu dis, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Et effectivement, là, la prochaine étape, ça a été un rebranding, du partenariat, coopérer avec la Banque centrale roumaine, etc. Bien. Racheter Utrust, qui est une super boîte fiat to crypto, enfin paiement crypto, bien. Mais au niveau cœur du truc, voilà, ils sont juste venus avec une nouvelle approche. On va faire des shards pour être un petit peu dans la AppChain thesis. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir de plus? Voilà, on reste sur notre fin. Et c'est pour ça que je comprends. Et après, tu sais, moi, j'ai absolument aucun problème avec les gens qui me disent OK, Elrond, c'est cool, ça marche bien à tous, etc. Et qu'ils y voient une potentielle opportunité spéculative. Ceux qui vont en connaissance de cause et qui savent dans quoi ils vont, j'ai pas de problème avec ça. J'ai juste peur de ceux qui y vont en pensant que c'est quelque chose que ça n'est pas. Tu vois la différence entre les deux? Moi, quelqu'un qui dit c'est cool, Elrond, c'est une belle tech, c'est facile d'utilisation, c'est broken niveau philosophique, mais c'est pas grave. Moi, je cherche une opportunité spéculative. OK, why not? Chacun fait ce qu'il veut. Je juge pas ça. Je juge ceux qui se serviraient de c'est un petit peu de confusion pour faire croire que c'est quelque chose que ça n'est pas. En gros. Voilà. Ok. Très bien. On surveillera ça. Moi, de toute façon, j'évite d'être médisant. Pour moi, il y a des projets vraiment malhonnêtes. Moi, je ne considère pas que c'est malhonnête. C'est toujours ce travers de... C'est très marketing. Moi, c'est ce que je pense. C'est qu'ils sont vraiment très marketing et que toi, tu es très technique. Moi, je dans la frontière qu'ils ont basculé dans le presque malhonnête. Ah ouais? Presque. Ouais, mais tu vois, même pour toi, Polygon, tu as du mal aussi, tu vois. Donc déjà, tu as un seuil de tolérance.
j'ai reçu de Solana, c'est marrant, mais je ne les mets pas dans la catégorie. Polygon, over marketing, etc. À côté, tu as Solana qui est bon marketing, etc. Mais je ne les mets pas dans la catégorie malhonnête, hein, Solana. Attention. Elrond, c'est à la frontière, slash, ça a dépassé pour moi. Hein. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Je comprends. Je comprends. Ouais. Je comprends. Mais moi, bon, mon seuil de tolérance, c'est moins grand. Forcément. Ouais, bien sûr. Mais j'ai une sensibilité marketing, bah aussi en tant que spéculateur, forcément. Et je pense qu'on va terminer ce live là-dessus. C'est que quand tu arrives dans les cryptos, que soit ça fait pas des années que tu es là, soit justement, tu n'as pas le temps comme nous de faire que ça. Tu peux effectivement te laisser avoir dans un truc. Et voilà. Moi, je reste sur ma faim par rapport à la Elrond. Et c'est pareil pour Solana. Moi, il y a des choses qui m'ont déçu de partout sur Solana. Le fait que ça tombe en panne énormément et que aujourd'hui la justification officielle de Solana, je l'ai lu, ça m'a pas mis bien, c'est de se dire ok, on tombe en panne, mais ça a été pensé en mode si jamais ça bug, on fait en sorte qu'on protège les fonds des clients, ok, c'est bien, mais qu'on attend une intervention humaine pour relancer la machine. Mais tu vois déjà dans la tête, c'est bon, on a acté que de toute façon ça peut se péter la gueule. Et que ça va se péter la gueule, c'est une bêta, et du coup, si c'est une bêta, Sartek, tu vois, on s'en bat les couilles. Et moi, je suis en mode, bon, tu tombes une fois, tu tombes 2 fois, ok, tu tombes 8 fois, frérot, on souffle fort, tu vois. Et moi, c'est ça qui m'a particulièrement déçu avec Solana. Pour la partie technologique, moi, ça me tient toujours... Ouais. Il y a quelqu'un qui dit on n'a jamais vu Abdel et Zach Nani dans la même pièce. C'est vrai ça. C'est toi qui me disais ça. Ouais. Je suis avec lui dans 10 jours, Nani, c'est clair. Hein. Tu te fais la boule à Z, et tu parles un peu de football et je pense que la messe est dite. Bon, en tout cas, merci Abdel. Merci beaucoup pour tout ça. Rediffusion sur la chaîne de Coin Academy soon. Je la tweeterai. Coin Academy tweetera. Si tu veux relayer Abdel, c'est avec grand plaisir. On se retrouvera très vite pour reparler de ces sujets-là sur un format à la fois question, à la fois magistral comme on l'a fait là. Je pense que ça, c'est un petit peu plus sympa. Et 2023, prix qui monte ou pas, il va se passer plein de trucs cool. On voit que déjà là, c'est en train de bouger un peu. Ça fait plaisir. On a digéré les fêtes de Noël et là, ça bouge, c'est cool. Carrément. Allez. Et merci à tous les auditeurs, merci, c'était très cool. Et merci à toi. Vas-y. Alors, il y a Picsou qui va live si jamais vous voulez une partie analyse technique. Il va le tweeter sous peu. Allez, salut. La bise.